Bonsoir à toutes et à tous. Je suis vraiment ravi d'avoir un si beau plateau ce soir. Fabrice Capizzano d'un côté, Nicolas Rey de l'autre. Nicolas, qu'on ne présente plus, et quel plaisir de te revoir après notre première rencontre. Tu reviens un an après avec ce roman Crédit illimité, toujours au Diable Vauvert. Bonsoir Nicolas, je suis ravi. Bonsoir Anthony, je suis ravi, je suis ravi. C'est la dernière fois qu'on s'est vu, c'était quand même au refuge à Montmartre, hein, on avait pris un verre, mais c'était très sympa. Exactement. Ouais. Et tu étais Exactement. très bien entouré, mon salaud. Hein. De jolies filles. Bon, j'en dirai pas plus. Non, n'en disons pas plus. Et de l'autre côté, Fabrice Capizzano, qu'on reçoit pour la première fois. C'est votre deuxième roman après La fille du chasse-neige. Et donc, voici Le ventre de la péniche, aux éditions toujours au Diable Vauvert. Vous avez été apiculteur et engagé dans Greenpeace notamment. Ouais. Bonsoir Fabrice. Bonsoir Anthony, merci. Ouais, je suis super content aussi d'être là avec cette belle brochette-là. Alors, on va commencer par des questions qui vous rassemblent tous les deux parce que je ne pensais pas au départ que les deux romans pouvaient se rejoindre aussi facilement, et il y a énormément de points communs. Et le premier, il est très simple, c'est que vos deux ouvrages qui paraissent si éloignés au départ sur l'histoire peut-être, le premier étant que vous dédicacez votre ouvrage à vos pères respectifs, sûrement pour des raisons différentes. Est-ce qu'il était temps pour vous d'aborder la figure paternelle? Pour Nicolas, évidemment, c'est le cœur du bouquin. Pour Fabrice, peut-être un peu moins, quoique il y a quand même beaucoup de souvenirs aussi avec votre père. Quel était votre rapport? Quel est encore votre rapport avec cette figure paternelle qui vous habite? Fabrice, vas-y. Ouais, on attaque pied au plancher. Je vais peut-être m'allonger sur le canapé, docteur. Non, mais là, forcément, bon, il y a beaucoup de fiction, il y a beaucoup d'imaginaire. Je m'appuie toujours sur une part de réalité. J'ai besoin de cette part de réalité au départ pour pouvoir ensuite me lancer à fond dans mon histoire. Et après, j'ai besoin, par contre, de partir dans un imaginaire, une fiction, et de me laisser embarquer par mes personnages. Voilà. Donc, par rapport au père du ventre de la péniche, il y avait quand même beaucoup de fiction par rapport à ce papa-là. Et par rapport au papa à qui je dédie le livre, c'est clairement à lui et aussi à ma grand-mère, puisque la dédicace, c'est à mon père dont la mère ne savait ni lire ni écrire. Et en fait, c'est surtout pour parler de ces générations et que ma grand-mère était clairement cette femme calabraise qui a subi le patriarcat et qui n'a jamais appris à lire et à écrire, qui savait que écrire son nom et le signer. Et mon père est issu de cette génération-là et il a tout fait pour que nous, on ait une éducation et qu'on travaille à l'école et qu'on ait un beau métier et qu'ils soient fiers de nous, etc. C'était une grande fierté pour moi, ce deuxième bouquin, de pouvoir lui dédier, en tout cas, à un âge où il commence à être un peu canonique. Et voilà, j'étais très, très fier, quoi. Alors, Nicolas. Moi, c'était évident que je lui dédie ce livre pour plein de raisons. D'abord parce que je lui dis au revoir dans ce livre, vu que au sens propre comme au sens figuré, tant pis si je divulgage quoi que ce soit, je le tue. Donc il fallait que je lui dédicace ça, quoi. Je lui dis au revoir. Alors que dans tous les livres précédents, il m'accompagnait. Et c'était important, d'autant plus important que ce type-là n'a jamais eu honte de moi, alors qu'il y avait vraiment des raisons pour qu'il ait honte de moi. Face à certains addictologues, franchement, dans certaines cliniques de désintoxication, il a jamais baissé les yeux alors qu'il aurait pu. Non, il ne l'a pas fait. Face à certains proviseurs au collège ou au lycée, il aurait pu baisser les yeux. Il m'a toujours soutenu. Face à certains banquiers, quand on lui a annoncé des couverts abyssaux, il n'a jamais baissé les yeux. Donc voilà. Et puis, une autre raison aussi, c'est que les ouvriers dont je parle dans Crédit illimité,
j'en ai vachement discuté avec lui parce qu'il les a fréquentés. Moi, je les ai fréquentés un mois, lui, il les a fréquentés beaucoup plus longtemps. Et c'est lui qui m'a aidé à peindre chacun de ses salariés que Diego Lambert va licencier dans Crédit Illimité. Et ce livre lui doit beaucoup, simplement du point de vue de la narration, de l'écriture. Et donc, en fait, il lui est dédié de plein de façons différentes. Et oui, c'est aussi une façon de couper le cordon, mais pas seulement. C'est une façon de le remercier parce que sans lui, ce livre n'existerait pas, en fait. Voilà. Alors Marion, est-ce que tu pourrais justement nous rappeler dans quelles conditions sont arrivés les deux manuscrits? Pour Nicolas, c'est une longue histoire évidemment avec le Diable Vauvert, mais pour Fabrice, c'est plus récent. Et donc, tu m'as confié tout à l'heure une anecdote qui est plutôt savoureuse, et c'est pour cette raison aussi que les deux auteurs sont là ce soir, par rapport au fait que Fabrice donc lisait Nicolas Ray, et c'est pour cette raison-là qu'il a postulé au Diable Vauvert. Oui, tout à fait. C'est vrai que ce qui est très émouvant pour moi ce soir avec cette belle rencontre avec Lille, parce qu'on a vraiment eu des moments d'émotion ensemble qui ont été uniques, hein, je le dis, c'est qu'on a le premier et le dernier auteur du Diable. En fait, Nicolas, donc, c'est une histoire, c'est une aventure et une histoire d'amour de 22 ans maintenant, plus de 22 ans. Sachant que bon, il a été le premier livre publié, on a obtenu le prix de Flore, ça a construit la maison, il y a eu ensuite 10 ans de succès répétés qui se sont... le point d'orgue, ça a été les 100 000 exemplaires du Léger Passage à Vide. Et donc avec Nico, on a une histoire que vous connaissez déjà pour ceux qui étaient là la dernière fois et qui est aussi une histoire de... c'est pour ça que j'ai dit histoire d'amour, parce qu'évidemment, on a vécu bien des aventures. Bon, il y avait ces découvertes abyssaux personnels, mais il y avait les découvertes du diable qui étaient bien plus importants parce qu'on a un chiffre d'affaires supérieur à celui de Nicolas. Et donc, on a vécu des vraies aventures de trouille aussi. Pour un indé, c'est important que les bouquins marchent, sinon on est mort, quoi. Donc, surtout quand on en fait peu au début. Et on a vécu tout ça ensemble. Et Nico, c'est pas seulement un écrivain comme on le connaît qui a la grâce des mots, mais c'est aussi un vrai hussard quoi, dans la promo et tout. Il lâche rien, il est sur le pont. Parce que effectivement, quand on lit le Nicolas Ray qu'on a dans ses livres, c'est un personnage quand même aussi largement fictionnel. En fait, Nico, il est courageux, il va au front, il se mélange un peu dans les mails, ça oui, c'est vrai, il n'est pas toujours bon dans l'administration du travail, mais pour le reste, donc il y a une complicité qui est aussi sur le terrain du boulot, quoi, vraiment. Et pas seulement littéraire, esthétique, amical. Bon, en plus, tout le monde l'aime, Nico, donc évidemment, moi au premier chef. Voilà, et puis ce livre, il y a une histoire particulière parce que justement, il vient de dire que c'est le livre où il disait au revoir à son père et où il prenait son indépendance d'adulte finalement, et c'est aussi le livre où finalement, je crois qu'avec son dernier roman auto-fictif, Les lettres à Joséphine, finalement, ces longues lettres d'amour à la femme aimée, qui est la même finalement depuis le début, qui est l'amour idéal et l'amour impossible, etc. Ça a bouclé finalement un cycle autofictif. Et Nicolas, avec ce roman, j'allais dire enfin, il s'est enfin senti capable de rentrer dans la fiction, ce qu'il était depuis toujours, puisqu'il nous raconte des histoires formidables avec un personnage de fiction qui est Nicolas Ray, puis des tas d'autres personnages qui sont en fait des personnages de fiction, même l'éditrice. Hein. Mais là, il s'est affronté au réel pour en faire de la fiction. Et ça, oui, ça fait 22 ans qu'on est ensemble, en fait. Je veux dire que dans mes livres, je veux dire que dans mes livres, l'éditrice qui fume des joints, qui a fait de la tauromachie, est un personnage purement fictif, c'est ça? Oui, j'essaye de me refaire une réputation. D'accord, ok. Voilà. Non, alors en même c'est ça, en fait, c'est ça? Non, mais je vais expliquer que c'est un écrivain réaliste, hein, donc bien sûr, il y a énormément de réel dans ce qu'il dit. Donc d'accord, j'avoue les pétards. Et les genoux, et pas mal de choses. Non, ce que j'avoue pas dans le personnage de l'éditrice, c'est quand elle lui dit que ses livres sont nuls, que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Là, il exagère vraiment. Cela dit, là où il a raison, c'est que l'éditeur, il fait aussi ça, de dire, on se parle aussi comme ça, non, en fait, enfin voilà, c'est sa manière d'avoir toujours écrit des romans à partir de choses qui étaient lui,
de se mettre comme matériau du roman et ses proches. Et là, il y a un vrai basculement qui est qu'il prend le monde entier, la société française, et en plus le monde du travail, et le monde de l'entreprise, et le monde des syndicats, du chômage, enfin voilà, un monde qui n'est pas le plus facile à dépeindre, et puis qui fait ce qu'il a toujours aimé aussi, c'est-à-dire construire une histoire qui est un page turner, qui est un vrai roman à suspense, un espèce de polar, qui est aussi un polar. Et donc, c'est une première fois, quoi. Donc, imaginez, après toute cette histoire, ce roman, c'est vraiment une première fois pour Nicolas, pour nous, et pour les libraires d'ailleurs qui sont en train d'adorer tous, et tous les lecteurs, parce que ça, vraiment, on a des retours qui sont un plaisir. Et Nicolas, il est dans une nouvelle dynamique. Il a déjà écrit le suivant. Il est sur le suivant encore. Donc, moi, le retrouver en pleine forme alors que j'étais comme ses lecteurs, c'est-à-dire que j'ai eu peur pour lui, il le sait très bien, un nombre de fois que vous imaginez pas. Et quand je dis peur, c'est vraiment peur, quoi, parce que voilà, c'est comme il a dit lui-même, il y a bien des moments où la différence entre l'espace qui séparait la vie de la mort était épais comme une feuille de papier à cigarette. Voilà les mots de Nico. Un soir, quand on discutait à Vauvert et donc voilà, et donc c'est imaginer le plaisir que c'est de se dire que, et ça j'en étais sûre depuis le début, parce que ça par contre j'ai une grande croyance dans son talent unique. On travaille sur le long terme avec des artistes et voilà, Nico il est au sommet de son art là, donc il va encore nous surprendre, c'est formidable. Marion, ce qui m'a touché, ce que je ne savais pas forcément, c'est que Fabrice avait lu mes livres avant d'arriver au Diable, et que moi, là, je suis en train de lire depuis le salon du livre de la semaine dernière, Le ventre de la péniche, et son écriture me bouleverse tellement. Il y a un tel style, de telle fulgurance, il a un tel monde à lui que, en fait, il a une langue à part totalement géniale que parfois je lis des chapitres et ça me donne envie de m'y remettre, de me remettre à réécrire. Il y a une telle folie que, donc tu vois, la boucle est bouclée, c'est-à-dire que peut-être que mes bouquins lui ont donné envie de lire et moi, il m'influe, il a une telle énergie, je me dis putain, mais c'est tellement bon de le lire, ça me donne envie de m'y remettre, quoi. Et ça, c'est génial, parce que tu vois, on se passait le relais mutuellement. C'est une super consécration. Limite, le bouquin, il mérite d'être là uniquement par rapport à ce que vient de me dire Nico, quoi. C'est quand même un peu le Graal absolu, quoi, en termes de compliments. C'est très chouette. Je suis très touché, mais sincèrement très touché, quoi. Sincèrement. Alors, du point de vue d'éditeur, ce qui est formidable, c'est que justement, donc on a Nicolas. Nicolas, maintenant, je vous raconte une histoire de 22 ans. Donc, évidemment, je pense que c'est un des écrivains vraiment influents dans sa génération et dans son époque. Vraiment. Je le sais parce que, par exemple, le dernier auteur qu'on publie, Christopher Wicks, lui aussi, Nicolas est son écrivain de référence. Ça a commencé à l'adolescence. Donc, Nico, aujourd'hui, après 20 ans d'écriture, il a commencé très jeune, mais il a déjà, évidemment, convaincu, quand je dis qu'il a construit la maison, ça veut dire qu'il y a eu des lecteurs, et parmi ces lecteurs, des écrivains, et donc Fabrice. Et Fabrice, dont je reçois le manuscrit un jour, qui m'avait été conseillé par Alain Damasio, qui m'avait dit... Mais alors, il me l'avait très mal conseillé, parce qu'au lieu de me dire Alain Damasio, vous voyez l'admiration, j'aime beaucoup Alain Damasio, au lieu de me dire je connais un super écrivain, au lieu de me dire ça, il me dit, au lieu de me dire j'ai trouvé un manuscrit formidable, il me dit j'ai un copain qui a écrit un roman, enfin voilà, faudrait que tu le lises. Donc évidemment, je lui dis de me l'envoyer. Et je le reçois par la poste. Et là, je l'ouvre. Et c'était le vendredi soir. C'est très bien tombé que ce soit un vendredi soir parce que la semaine était finie. Donc, j'ai le temps d'ouvrir le paquet. Je l'ouvre, je m'assieds et je l'ai terminé le dimanche soir. Je n'ai pas quitté le roman du week-end. Ce qui est fabuleux, excuse-moi Marion, je te coupe, mais moi, je me souviens, tu m'as appelé, tu étais en cours de lecture. Oui, c'est vrai. Et j'étais en train de laver ma voiture avec mes garçons. Je crois que l'instant, il va rester gravé à tout jamais. Et tu m'as appelé en me disant oui, bonjour, Marion Mazoric, édition Diable au Vauvert. Je suis en train de lire votre manuscrit et je vous annonce que je vais vous éditer. Et
j'ai trouvé ça surréaliste, si tu veux. Et jusqu'à ce que tu me dises que tu avais fini le bouquin, j'étais persuadé qu'à un moment, tu allais te réveiller et dire non, mais en fait, le début était super, mais le reste, non, tu vois. Ça me paraissait tellement dingue que tu me dises ça que voilà, ça restera quand même un des plus grands souvenirs de ma vie, incontestablement, ouais. Mais ce qui est vrai, c'est que tu sais, les grands coups de cœur, les vrais coups de foudre avec un écrivain, un univers et tout ça, il se passe toujours dans la langue. Et c'est d'abord une affaire de langue, de comment on regarde les personnages. C'est immédiat. Ce qui est vrai, c'est que j'étais sûre que jamais je ferais annoncer une nouvelle que je ne tiendrais pas comme ça à un écrivain. C'est vrai, c'est qu'après quelques années aujourd'hui, je sais que quand j'ai cet état de vibration, de toute façon, à la 10e page, Fabrice, je ne peux plus vivre sans publier ton livre. On est Ouais, comme on ça, aurait les déjà. éditeurs, on est tremblant parce que si on se dit celui-là, mais et c'est vrai que et de toute façon, parce que peu importait, même si la fin était tombée, ben, le roman il était parfait de toute façon, mais même si je sais pas, la fin était tombée de travers, je te l'aurais dit, tu aurais bossé avec le talent qu'il y avait là, il y avait un écrivain, moi je voulais publier l'écrivain. C'est une maison d'auteur, le diable, c'est pas une maison de livres. C'est-à-dire que si la perfection, c'est pas le but qu'on recherche à chaque fois qu'on fait un livre. Par contre, la dimension artistique, oui, quoi. Et très souvent, les premiers livres des meilleurs artistes, c'est justement, ils transgressent des choses, ils sont pas pareils, ils vont visiter les marges. Moi, ce que j'ai adoré dans le roman de Fabrice, alors là aussi, c'est c'est une langue que j'attendais, quoi, quelque part, parce que d'abord, elle est unique, elle ressemble à rien d'autre telle qu'elle est. Cette façon de rendre épique, de rendre romanesque une histoire familiale de gens qui sont des gens ordinaires. Je parle là de La fille du chasse-neige, hein, le premier roman, d'un père qui justement est un manuel, qui construit enfin, qui sait tout faire, du placo, du ciment, enfin tout. Il n'est pas seulement maçon, il est menuisier, il est tout. Vous voyez, le père qui sait tout faire. Et c'est cet amour qu'il y avait pour les gens qui font les choses avec leurs mains dans ce livre, mais aussi pour l'artiste principal, qui est un personnage d'homme extrêmement sensible. Je reconnais la sensibilité de toi, Fabrice, dans tes personnages masculins, complètement amoureux des femmes, et alors des femmes, des personnages magnifiques, donc la fille du chasse-neige. Et une langue, je ne sais pas, je dirais, bah justement, dans cette langue, il y avait beaucoup de vitalité, une vibration très forte, et puis une gymnastique de mots très poétique. Moi, j'entendais des choses à la Dian, à la Dépente, et c'est vrai, cet art de la formule que Nicolas Ray maîtrise aussi, quoi. Et puis ce regard décalé, enfin plein de choses. Ce livre, il était fait pour nous, quoi. Si vous voulez, moi, en fait, c'est ça, quand on rencontre une voix tout d'un coup, c'est exactement pour ce genre de voix que vous avez fait une maison d'édition et que vous bossez depuis 20 ans, vous ne pouvez plus vivre sans lui, l'auteur en question. Et c'est réciproque. Hein. Moi, c'est plus qu'une voix ou une langue. C'est-à-dire que j'ai commencé son livre, je te dis, j'étais dans un salon du livre à Royal-Chamalières, le pire endroit pour commencer un livre, parce qu'il y a plein de brouhaha et tout. Et d'un seul coup, j'ai eu l'impression que c'était un ami génial dans un bistrot qui me racontait une histoire avec une voix tout à fait particulière. Et j'ai retrouvé cette émotion que j'avais quand j'avais 15-16 ans et que je lisais les premiers Jehan. Et en plus, mais une verve limite à la Frédéric Dard, quoi, tu vois, parce qu'il a ce sens de dialogue, ce truc énorme en lui. Et ça, en fait, tu t'endors, tu as envie de mettre le bouquin sur ton oreiller comme si c'était son meilleur ami pour le retrouver le lendemain matin. Ça, c'est magique, quoi. Ça, c'est magique, c'est tellement rare, les auteurs qui portent un monde en eux, en fait. C'est phénoménal. Et ce qu'il a oublié de préciser, Nico, c'est que quand il a attaqué le bouquin au Salon du Livre, moi, j'étais juste à côté de lui. Ah oui. Et j'avais pas... Il me voyait marrer. Ouais. Alors, ce qui était génial, c'est que je l'entendais se marrer régulièrement. Donc, je disais, et c'est quoi qui te fait rire? Mais j'étais un peu au taquet quand même, je dois bien avouer, avec un plaisir super délectable. Alors, j'avais d'un côté Nicolas Ray qui disait, puis j'avais Christophe Siebert aussi, un petit clin d'œil à lui, super auteur du Diable Vauvert aussi. Mais voilà, ouais, c'était génial, c'était rigolo. Ouais. Alors, oui.
Bah, juste pour finir, ce qui est beau, c'est qu'ensuite je rencontre Fabrice, qui m'explique, donc évidemment on parle de littérature, ses écrivains, donc évidemment de Gian, évidemment les références que j'avais vues, mais qui me dit que Nicolas Ray, c'est un de ses écrivains qu'il a, dès le début, quoi, qui lui a parlé, qui a conforté la littérature en lui, et une de ses grandes références. Et en fait, on se rend compte aussi, maintenant que la maison a un peu plus d'âge et que la bande des auteurs français s'est élargie, parce que ça ne va pas très vite chez nous, puisqu'on suit les auteurs, donc on n'est pas un éditeur qui fait plein de nouveaux livres comme ça au jugé. C'est vraiment quand on est convaincu par un écrivain. Donc en 20 ans, la bande qui s'est constituée, ce qui est formidable, c'est qu'à la fois, c'est vraiment des gens très différents. Leurs livres n'ont rien à voir, d'ailleurs, vous verrez tout de suite. Et en même temps, il y a une communauté de valeurs, il y a des points communs forts. Bah, par exemple, Anthony t'a pointé le père, mais il y en a beaucoup, quoi. Il y en a une principale qui est autour du réel, quoi, du réel et du fait de ne pas construire des espèces de héros académiques. Alors, c'est pas du tout des romans académiques, c'est des romans qui souvent contreviennent un peu aux règles académiques du roman, hein, ça c'est vrai, et qui poussent la littérature Pendant que Marie on parle, parce que pendant que Marie on parle, parce que ça va être un monologue à peu près de 5 minutes. Je vais juste aller chercher le bouquin de Fabrice pour vous dire un ou deux extraits, parce qu'il est au meilleur endroit de la maison, à savoir dans mes chiottes, c'est là où j'ai le plus. Et je reviens tout de suite, vous le ramenez. Ça marche. Alors, pendant que Nicolas va chercher ce livre-là, il y a aussi un point commun qui est fulgurant dans vos livres, c'est la femme. La femme qui éclabousse l'histoire. Anna d'un côté pour Fabrice, au caractère très impulsif, la pianiste surdouée, incontrôlable. Elle est exceptionnelle, cette femme-là. Je ne sais pas comment vous l'avez travaillée, mais on va en parler. Et de l'autre côté, Anne Bellé, évidemment pour Nicolas, la thérapeute mariée qui renie ses désirs, ses propres désirs depuis bien trop longtemps. J'aimerais savoir comment vous avez créé ces deux personnages auxquels vous déclarez vos flammes, avec des déclarations d'amour qui sont extrêmement poétiques. Pour Nicolas, je le savais évidemment depuis très longtemps, puisque c'est sa marotte. Il aime l'amour, il aime ce sentiment-là. Pour Fabrice, je le découvre, mais il y a quand même un amour pour les femmes, pour le désir, qui est extrêmement travaillé à chaque fois chez vous. Ouais, alors après, je sais pas si c'est travaillé ou entretenu. En tout cas, c'est comme ça que je suis, je pense. Après, moi, l'écriture, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir vivre des émotions à 10 000%, d'aller dans ces émotions. Moi, j'ai besoin de vibrer quand j'écris. J'ai besoin de sentir qu'il se passe quelque chose. J'ai besoin d'avoir l'impression de toucher une liberté ultime. J'ai besoin de caresser l'utopie. Voilà, j'ai besoin de me sortir d'un réel qui est beaucoup moins rigolo et intense que ça. Et donc déjà, c'est la première chose. Et du coup, l'amour, c'est quelque chose qui me porte au quotidien, particulièrement depuis un petit moment. Et du coup, ce personnage, moi, j'avais besoin que Jason soit amoureux. Voilà, pour avancer dans un bouquin, j'ai besoin que mon personnage soit amoureux. Heureux comme triste aussi, enfin en tout cas toute la palette d'émotions qui va avec l'amour, parce que c'est pas que drôle, on le sait tous, hein, je pense. Et voilà. Et après, j'ai pas trop cherché. J'ai fait un peu comme d'hab, un peu moins peut-être que sur La Fille du Chasse-Neige, mais le personnage m'est un peu tombé dessus. Après, il faut apprendre à le connaître un peu plus, ce personnage. Puis après, moi, j'ai besoin de me laisser guider par mes personnages. Et du coup, le gros du boulot, c'est de me mettre dans ma scène le plus intensément possible. C'est le gros du boulot. Dès que j'ouvre les yeux, que je suis sur une période d'écriture, dès que j'ouvre les yeux, je me mets en état d'écriture. Donc, je m'immerge dans mon histoire et je suis le spectateur de plus du bouquin. Et il suffit que le personnage soit suffisamment habité pour me laisser guider par lui. Après, il est quand même très fiction, hein, ce personnage d'Anna. J'ai été complètement séduit par cette nana qui est complètement barjot, en fait.
J'ai adoré sa folie, j'ai adoré son impulsivité, son intégrité, elle lâche rien. Chaque note qu'elle joue, c'est une pianiste qui est géniale. Chaque note qu'elle joue, elle la joue comme si c'était sa dernière. Elle n'a aucune concession sur rien, elle est totalement imprévisible. Et du coup, ça fait un personnage jouissif, quoi. C'est-à-dire qu'on peut tout se permettre avec elle. Et surtout, il n'était pas question d'interdire quoi que ce soit au nom de la crédibilité, de la bonne pensance. Voilà, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'écrire vrai, sincère, et puis de laisser aller la folie qu'il y a dans tous mes personnages, mais à 2000%. Il ne faut surtout pas les retenir. C'est ça aussi qui m'intéresse. Ne rien retenir, ne rien s'interdire. Et, et voilà quoi. Après, physiquement, juste pour finir peut-être là-dessus, physiquement, je me suis inspiré d'Agnès Obel, cette pianiste danoise, ou je ne sais plus exactement, en tout cas, elle est d'Europe du Nord. Et je suis tombé sur une vidéo d'elle, je l'ai trouvée très très belle, et j'ai beaucoup aimé cette mèche qu'elle a toujours au milieu du front. Elle se cache derrière un peu ses cheveux. Donc c'est marrant, je trouve qu'elle a beaucoup de pudeur, je sens beaucoup de timidité en elle, une grande émotion. Et voilà, j'avais envie de m'appuyer sur elle pour Anna. Ouais. Extrêmement réussi. On parlera de sa désobéissance parce que ça fait partie du livre. C'est peut-être un des sujets forts du livre, cette Ouais, fameuse désobéissance continue de toutes parts. Et c'est ce qui fait un road trip totalement déjanté aussi. Et je pense que vous avez aussi quelque chose à dire sur le monde, sur la désobéissance des citoyens qu'on devrait peut-être porter un peu plus au nu. ouais, alors après, j'ai toujours été j'ai toujours Rebelle. été un mauvais garçon. J'ai toujours eu un problème avec l'autorité depuis tout petit. Et puis à un moment, ça allait mieux parce que je trouvais que c'était pas bien. Et puis en fait, après coup, je me suis dit que ça servait strictement à rien parce que j'étais à côté de moi. Donc on peut prendre ça comme de la désobéissance. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je reste moi et que je vais là où j'ai besoin d'aller. Donc j'ai un peu tendance à pas croire tout ce qu'on me dit, surtout quand parfois il m'arrive d'allumer la télé. Mais pour avoir été aussi quelques années chez Greenpeace, puisqu'on en avait parlé au début, des obéissances civiles et en corrélation avec ma vie, j'ai fait quelques actions de désobéissance. Donc du coup, en fait, quand vous pratiquez la désobéissance civile pour une cause qui est extrêmement idéaliste, et je revendique aussi cet idéalisme, je trouve que c'est les beaux étendards qui claquent au vent. Quand on est dans une urgence, etc., et qu'on voit qu'il ne se passe rien, on décide de se prendre en main. Et quand vous pratiquez la désobéissance, en fait, vous vous rendez compte que vous faites des films, des montagnes de culpabilité, de peur, etc. Et en fait, c'est rien du tout, la désobéissance, quoi. Il y a juste à un moment, vous passez un cap, vous passez un grillage, vous mettez une échelle sur un endroit interdit, vous allez mettre une banderole là où vous n'avez pas le droit, etc. Et en fait, vous apercevez que c'est clairement pas grand-chose. Et du coup, là, ça devient intéressant. Donc, les frontières de la désobéissance ont tendance à reculer. Donc tout ça m'intéresse beaucoup et ce qui m'intéresse surtout, c'est à qui on désobéit ou on obéit en premier. Et l'important, c'est de s'obéir à soi et surtout pas se désobéir à soi, c'est rester fidèle à qui on est, mais quelles que soient nos personnalités. Et tant pis si on n'est pas comme tout le monde, c'est pas grave. Il faut rester fidèle à nos drapeaux, à nos étendards, à nos idéaux, à nos rêves et à nos utopies. Ça me semble quelque chose d'absolument indispensable et rester fidèle à soi. Donc voilà, ça pourrait être un sujet, on pourrait en parler pendant des heures, mais je pense qu'aujourd'hui, par rapport à ce qu'on traverse politiquement, écologiquement, sanitairement, c'est une question qui vient à nous. Et quel est notre rapport à l'obéissance? On l'a vu par rapport au Covid, typiquement. Alors, je ne dis pas qu'il fallait ou qu'il ne fallait pas le masque, le vaccin. Je ne veux pas rentrer dans ces débats-là. Mais je pense qu'on avait tous un point de vue là-dessus et qu'on a assisté à une obéissance de masse
qui a été un laboratoire fantastique pour nos gouvernants et qui ont pu tester nos capacités d'obéissance. Et c'est pareil pour le climat ou pour des lois qui sont clairement, je considère, totalement intolérables vis-à-vis de la population, quoi. Voilà. Et puis je pense que c'est pas prêt de s'arrêter, en tout cas en ce qui me concerne. Très bien. Nicolas, est-ce que tu peux nous parler d'Anne Bellay avant de nous lire des passages? Je crois que tu voulais nous lire des passages du livre de Fabrice, c'est ça? Ah oui, là on passe totalement dans un autre domaine là. Ouais. Non, je suis très touché par ce que dit Fabrice. Ça me bouleverse parce que c'est un truc. Moi, j'aurais pas l'énergie pour son combat. Je suis très respectueux de ce qu'il a fait, son engagement pour Greenpeace. Ouais, et puis le discours qu'il continue à tenir. Et moi qui me suis senti plutôt toujours dégagé qu'engagé comme écrivain, je trouve ça génial, quoi, qu'il y ait encore un mec de 50 piges qui se sent investi et tant mieux, quoi. Tant mieux. Ça fait du bien à entendre, je trouve. Vraiment. Merci. Après, je ne fais aucun prosélytisme, ni je donne aucune leçon là-dessus. Je pense qu'évidemment, on n'est pas tous faits dans le même bois et tout ça. Moi, j'avais limite pas le choix, quoi. C'est-à-dire que j'aurais détesté vieillir si je ne l'avais pas fait. Voilà, si je n'avais pas eu l'impression d'essayer de faire quelque chose. Voilà. Après, mettre des banderoles sur des lieux symboliques, c'est aussi pour ça que j'ai arrêté. Je me rends compte que ça n'arrête pas le réchauffement climatique et qu'on ne va pas sortir du nucléaire avec 3 babacools qui sentent le patchouli, quoi. Non, mais clair. Ça n'a rien à voir, mais au moins tu pourras te dire que concrètement, tu auras fait un truc bien dans ta vie, quoi. Alors que bon, moi, mais arrête. Les soirées avec. Non, mais tu te rends pas compte. Ça n'a pas fait avancer beaucoup. Non, mais tu as donné des envies à plein de monde. Ah oui, voilà. Oui. On a chacun notre combat. Enfin, moi, je considère qu'on peut aussi avoir des combats et que nos armes, c'est aussi nos claviers ou nos plumes, quoi. Tu vois, et t'as pas rien fait. Enfin, moi, voilà, je suis pas là pour te flatter devant tout le monde ou quoi. Le moment qu'on a passé ensemble à la Roya, clairement, t'as pas rien fait de ta vie. J'ai passé un week-end mortel. Je suis revenu au taquet, quoi. Merci, copain. Bon, Anthony, tu voulais que je te parle d'Anne Bellay, alors? Oui, parce qu'elle est quand même extrêmement poignante, cette femme. Je vais te dire, Anne Bellay, en fait, elle existe. Simplement, elle n'est pas thérapeute, quoi. Je t'en ai parlé la dernière fois, c'est juste la femme de ma vie, c'est la femme du reste de ma vie. Je suis heureux comme jamais. Je vais tellement bien, Anthony, mais tellement bien. Voilà, je saoule un peu tout le monde avec ça. Hein. Je m'auto-saoule même, comme dirait Fabrice dans son bouquin. Je m'auto-saoule avec ça. J'ai envie de me donner des blagues. Je l'avais noté, celle-là. Quand je parle elle est géniale, cette phrase de Fabrice dans son bouquin. Bref, et je suis fou amoureux. Et donc, j'ai rendu hommage à ce personnage féminin dans Crédit Illimité, parce que c'est un petit peu le seul sujet qui m'intéresse en ce moment dans l'existence, quoi. Voilà. Et qu'est-ce que tu voulais savoir d'autre, sinon, sur Anne Bellay? Comment ça se passe dans le livre, tu veux dire, c'est ça? Oui, et puis surtout, tu l'as façonné de manière romanesque, puisque… de manière romanesque. Alors, ouais, j'en ai fait une thérapeute parce que, en fait, j'ai rencontré pas mal de psy dans ma vie. J'ai été pas mal de fois en thérapie et à chaque fois, j'ai fait un transfert de ouf. Que ce soit des hommes ou des femmes, et j'étais fou amoureux d'eux, et il n'y a jamais eu aucune réciprocité. Vraiment, je me suis pris des râteaux chaque fois, ça m'a énervé. Donc, je me suis dit, au moins dans un bouquin, il faut que ça marche. Donc voilà, Anne Bellay, le narrateur Diego Lambert est fou amoureux d'elle depuis 2 ans, chaque semaine. Et un matin, il décide de jouer le tout pour le tout. C'est-à-dire qu'il arrive dans son cabinet et il lui déclare sa flamme. Elle est un peu réticente parce qu'elle connaît, du coup, vu qu'elle l'a en consultation depuis 2 ans, 1 heure toutes les semaines, elle connaît le bonhomme, quoi. Et le bonhomme, c'est un peu la pire des choses qui pourrait arriver à une femme, ce type, quoi. C'est un type qui est
voilà, qui est au bout du rouleau, qui est un ancien cocaïnomane, qui est criblé de dettes, voilà, quoi. Elle n'a vraiment pas besoin de ça. Et elle va hésiter avant de prendre une décision, on va dire, quoi. Elle fait souvent le yo-yo d'ailleurs, hein. Elle lui claque Pardon? des adieux. Elle fait souvent le yo-yo justement avec lui. Ouais. Elle refuse. Elle Ouais, refuse le désir qui lui tend les bras. ouais. Mais un soir, alors que Diego regarde à la télévision cette émission culte sur M6 qui s'intitule Marié au premier regard, que je conseille à tout le monde. Hélas, là, elle n'est pas encore sur nos écrans, mais elle va revenir, j'espère, qui est une émission géniale. Donc, il faut savoir qu'un homme doit être compatible avec une femme à, on va dire, 90%. C'est quand même très étrange. Pourquoi est-ce qu'on doit être compatible avec quelqu'un avec autant de pourcentage, comme si on devait être le double de quelqu'un d'autre, alors que enfin, bon, c'est très étrange. Et alors là, ce qui est génial dans cette émission, c'est que les caméras suivent les parents lorsque la fille annonce, par exemple, qu'elle va se marier au premier regard. Et donc, mais les parents ne sont pas au courant que les caméras sont là pour ça. Les parents sont... en fait, on invente un pipeau pour les parents. Les parents ont l'impression que les caméras sont là parce que la fille est passionnée par un sport équestre ou il y a un reportage sur le canoë, qu'elle est passionnée de canoë. Donc, les parents, ils sont là, tous sourires, ils sont contents, il y a la télé. Et là, la fille dit, voilà, je vous annonce que je vais me marier avec un type que j'ai jamais vu de ma vie. Et là, les parents, tu vois qu'ils ont tout misé sur leur putain de gamine, c'est-à-dire que et sur le mariage de leur putain de gamine, et ils espéraient un mariage avec un mec, tu vois, qui a fait peut-être pas Polytechnique ou l'ENA, mais au moins une petite école de commerce. Et en fait, ils vont se retrouver avec un commercial de chez Carglass Répar, Carglass en place, quoi. Et ça va pas le faire. Et en fait, en même temps, il y a la télé, donc ils peuvent pas faire la gueule complètement. Mais ils sont au bout de leur vie, les mecs. Ils sont au bout de leur saucisson. Et c'est des moments d'anthologie, c'est mieux que striptease, ces moments-là de télé. Je sais plus pourquoi du tout je parlais de ça, mais Anne Bellet peut-être. Mais voilà. Donc pourquoi je te parlais d'Anne Bellet? Oui, parce que quand Anne Bellet l'appelle pour lui dire OK pour qu'on déjeune ensemble, il était en train de regarder Mario au premier regard. Et il se disait, du point de vue des probabilités, combien j'ai de pourcentage de me marier avec Anne Bellet? Aucun, mais c'est comme ça dans la vie. Parfois, on a 0,001% de se connecter avec quelqu'un. Et c'est là où c'est intéressant et c'est là où ça fonctionne. Et je vois, avec la femme de ma vie, concrètement, elle n'a pas fumé une cigarette de toute son existence. Elle n'a jamais pris 1 gramme de coke. Elle ne boit pas d'alcool. Parfois même, elle fait du sport. Tu vois, le truc très étrange. Et je suis fou d'elle, quoi. Et donc, on est assez différents. Et elle aime même le cinéma avec Berman, c'est pour dire, tu vois, vraiment le truc étrange. C'est vrai Et que je c'est suis étrange. fou amoureux d'elle. Voilà. Et donc, on est vraiment différents et pourtant, je suis fou d'elle. Mais c'est plutôt elle, je me suis plutôt adapté à son style de vie. Et du coup, je crois que je vais vivre un peu plus longtemps, ce qui est pas mal, en fait. C'est même très bien. C'est même une très bonne Voilà. nouvelle. Je t'ai un peu répondu n'importe quoi. Je me souviens plus de ta question, mais voilà, c'était ma réponse. Mais elle était parfaite. Elle était parfaite. Isabelle. Isabelle, on t'entend. Non, Une réponse. C'est bon. Un mec qui a écrit de Antoine Faure à tout le monde, c'était tout à fait limpide. Pardon, ça me fait rien. Je suis tellement troublée que j'enlève le son, je ne sais plus où j'en suis. Voilà, pardon. Bonsoir à tous, bonsoir Marion, Bonsoir. Nicolas et Fabrice. C'est juste un commentaire. En fait, on a un grand débat parmi nous. C'est doit-on annoter les livres ou doit-on ne pas les annoter? Je suis de la famille qui n'annote pas les livres. Et en fait, que ce soit pour le vôtre, Nicolas, ou le vôtre, Fabrice, j'ai envie de marquer toutes les phrases, j'ai envie de les surligner. C'est fabuleux, chacun dans son style. Et alors moi, si je peux me permettre, parce que vous vouliez lire une phrase, Nicolas de Fabrice, mais moi, je vais en lire une de vous, parce que celle-ci, je l'ai même apprise par cœur, tellement je la trouve belle. C'est « Notre premier baiser a été timide, le deuxième plus piquant, le troisième plus vaste ».
Et je trouve que voilà, c'est juste merveilleux. Merci beaucoup pour ça. Ça me rappelle des souvenirs parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Je ne veux pas en dire davantage. Mais je trouve que tout l'amour passe dans ces 3 phrases. Et on sent que c'est une déclaration d'amour que vous faites à une femme. Et c'est la plus belle déclaration d'amour qu'on puisse faire. C'est absolument merveilleux. Mais le vôtre, Fabrice, je me dis, j'ai envie de tout surligner tellement c'est incroyable. Voilà. Donc, si j'adore. je peux me permettre, n'hésite pas, fais-toi plaisir. Les livres, c'est fait pour être violenté. Faut pas se comporter avec un livre comme on se comporte en 2022 avec une femme. Il ne faut pas signer un consentement et tout. Tu peux y aller avec un livre. Tu le brusques, tu le violentes. S'il y a une page qui t'énerve, tu la déchires. Tu le cornes, tu mets des coups de stabilo. Fais-toi plaisir avec un bouquin. Un bouquin, c'est fait pour exister. C'est fait pour... je ne sais pas ce qu'en pense Fabrice, mais... Ah ouais, moi je suis tout à fait d'accord. Après, tant que tous les mots sont encore lisibles, moi je suis de cette école-là aussi. J'ai tendance à écorner des bouquins, à faire des annotations. Je le malmène pas mal, mais c'est pas grave. Mais moi aussi, mais moi je les malmène, mais je les triture, parce que moi je suis tactile, mais j'écris pas. D'ailleurs, j'ai horreur qu'on m'écrive sur les mains ou de m'écrire sur les mains. Donc, je gribouille pas les corps, mais par contre, je les papouille. Ouais. Donc, je les corne. Mais il faut les papouiller, les livres. Ça les fait rougir en plus, c'est charmant. Et tu vois, là, parmi tant d'autres, l'une des premières fois où, parce qu'on a oublié d'évoquer le flic, qui est phénoménal dans le bouquin de Fabrice. Exceptionnel. Peut-être la star du roman. Le flic qui était à Greenpeace, mais qui a viré complotiste, en fait, quoi. Non, je blague. Mais tu vois, ce flic-là. Et il y a une description du narrateur, du flic, qui est trop beau. Il dit, il se retourne, son visage m'évoque un ciel qui me menace soudainement. Il y a de la tristesse, beaucoup de tristesse, de la colère, un soupçon d'impuissance, des marées basses et de la force minérale. C'est beau, quoi, putain, c'est beau. Hein. C'est hyper beau. Et alors, justement, par rapport à ça, Fabrice, j'ai l'impression que vous êtes un peu les 2 personnages masculins. Parce que... Ouais, c'est pas faux. Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Mais par contre, du coup, sur la désobéissance dont on parlait tout à l'heure, Jason, il n'est pas du tout désobéissant. Il est Ouais. Alors bon, c'est Jason déjà. J'ai volontairement bien à la France. Hein. Ouais, c'est Jonas. C'est un peu Jonas aussi. Ouais, alors c'est le mauvais anagramme de Jonas. Voilà, je vais pas me cacher par rapport à Jonas, l'histoire du gros poisson. Voilà, mais lui c'est Jason. C'est pas Jason. Justement, j'ai volontairement aussi choisi un prénom bien à la française, bien dur à porter. Et du coup, je sais plus ce qu'on disait. Il y avait les 2 personnages. Oui, c'est ça, ouais, pardon. Un peu les 2. Et oui, mais en fait, je crois que j'avais envie de me lâcher, mais sur tous les persos. Je pense qu'il y a un peu de moi dans tous les persos, un peu. Et chacun, parce qu'évidemment, on n'est pas qu'une seule personne. Bon, il y en a pour qui c'est un peu la crise du logement. On peut être un paquet dans la tête. Mais du coup, j'avais envie de parler un peu de toutes mes facettes, donc on doit pouvoir me retrouver. Moi, je me retrouve dans ce peureux, parce que oui, évidemment, Jason, c'est un putain de peureux. Il a peur de tout, en fait. Il est super obéissant, mais il est super frustré et super malheureux d'être peureux aussi. Mais il n'arrive pas à faire autrement. Il est en permanence rattrapé par ses peurs et c'est vrai que Givers, c'est un peu l'anti-Jason, parce que lui, par contre, il a peur de rien, quoi. C'est un flic de Thionville, donc ça l'a forgé, quand même, Thionville. C'est pas Nice, quoi. Et c'est un flic de la BRI, de la Brigade de recherche et d'intervention, le civil avec le flingue à la bandoulière, et qui a passé sa vie en tant que fils de gendarme à courir après des méchants, quoi, des terroristes, etc. Donc, c'est quand même 2 personnages complètement opposés, mais qui, dans le fond, s'imbriquent l'un dans l'autre. C'est 2 beaux opposés, mais en tenons mortaise, quoi.
C'est-à-dire qu'il y a un moment, ils vont s'imbriquer parce qu'ils se font miroir sur ce qu'ils ne sont pas ou sur ce qu'ils ont envie d'être, quoi. Mais est-ce que vous seriez capable, Fabrice, de boire un bol de glyphosate au petit déjeuner juste pour faire chez quelqu'un? Ah, mais pas du tout. Mais je pense à ça, c'est parce qu'un jour, cette phrase m'est venue, c'est parce qu'un jour, j'ai déjeuné avec un paysan de la Beauce qui avait des grandes cultures de céréales et qui, au petit déjeuner, m'a attaqué sur ces histoires de glyphosate parce qu'il sentait qu'il y avait un écolo qui dormait au-dedans de moi-même. Et du coup, par pure provocation, il a commencé à me parler du glyphosate, etc., etc. Ce qui m'a fait évidemment immédiatement sortir de mes gonds parce que j'ai aucune patience par rapport à ça. Et, et donc, je l'ai provoqué en lui disant, mais allez-y, puisque c'est si pas dangereux que ça, allez-y, mais buvez un bol de glyphosate au petit déjeuner, quoi. Donc, ça l'a fait éclater de rire. Il était pas très content que je lui dise ça. Bon, ça a fini quand même par une bonne tape dans le dos et on a évité quand même de se mettre sur la gueule. Mais non, pas du tout. Ouais. Non, il faut arrêter avec ces cochonneries-là. Bon, surtout qu'on le sait tous. Hein, c'est ça le problème, c'est qu'on est tous hyper conscients qu'il y a souci, mais on continue à faire comme si et en disant qu'on n'a pas d'autre solution, quoi. Donc, moi, je ne vais pas parler de ça maintenant. Ouais, non, il ne faut pas vous énerver. Jennifer et Franck. On va l'énerver. Non, j'ai pas envie. Bonsoir. Voilà, moi j'avais remarqué que dans vos deux romans, il y avait des personnages qui sont en second plan, mais qui sont quand même hyper importants. Donc, chez vous, Fabrice, il y a un personnage qui est très important, c'est celui de l'urne de Gladys, parce que il voyage partout avec eux. Et chez vous, Nicolas, ce serait plutôt l'entreprise, parce que c'est quand même un personnage entier dans le livre. Là, donc, ma question est la suivante. Est-ce que c'est une classification qui a été volontaire ou est-ce que c'est un petit peu un hasard et ça s'est fait comme ça au fil de l'écriture? J'ai pas tout très très bien saisi en fait. Ouais, on t'entend mal. Un peu haché en fait. Ouais. J'habite, j'ai la connexion n'est pas terrible. Je disais en fait, parce que chez Fabrice, l'urne est un personnage à part entière, l'urne Gladys qui se trimballe, qui fait le réseau avec eux, elle est pas humaine en fait, elle suit tout. Et chez vous, Nicolas, c'est plutôt l'entreprise. On sent qui est derrière, qui vit, voilà. Donc, qu'est-ce qui vous a donné? Est-ce que c'est volontaire cette personnification ou est-ce que c'est un hasard et qu'elle s'est fait toute faite? Voilà. Vas-y, Nico, si tu veux. D'accord, oui. Bon, écoutez, moi, l'entreprise, c'était ça fait à peu près 20 ans que Marion me dit cette phrase, quand est-ce que tu feras enfin un jour un roman social? Elle n'est plus là, Marion, mais bon. Là, ça m'intéressait de faire un roman qui se passe dans une entreprise. Donc oui, forcément, l'entreprise était présente, mais j'avais envie de la rendre, comment dire, sexy, ludique, drôle et puis un peu charnel quoi. Et en même temps, il y a l'entreprise, il y a la multinationale et puis il y a cette usine à Saint-Omer avec ces gens, ces salariés, ces 15 salariés qu'on doit licencier. Et là, c'est une toute autre histoire. Et on suit ça dans le roman tout simplement parce que je l'ai vécu. J'ai travaillé à l'âge de 20 ans. J'ai eu quand même une période un peu comme Fabrice où j'avais des convictions très à gauche. Et donc, quand j'étais en école de commerce, je devais faire un stage en entreprise et tous mes amis étaient chez LVMH dans des boîtes de pub. Et moi, je voulais faire un stage à la chaîne en entreprise pour voir comment vivait le monde ouvrier et partager avec eux voilà, ça, quoi. Et c'était aussi une façon, ce livre, de rendre hommage, vous voyez, à cette entreprise-là, parce que l'usine allait effectivement fermer en fin d'année.
Et ça rejoint aussi le bouquin de Fabrice, mais de façon inverse, c'est que c'était une usine, paradoxalement, tu vois, Fabrice, d'engrais, de phytosanitaires, de désherbants. Il faisait du Gramoxone, de l'ETH, je me souviens, enfin des produits comme ça, c'était Syngenta. Et tu dois connaître ces marques-là. Et ce qui était terrible, mais terrible, c'est que c'est comme les gens qui bossent chez Philip Morris, qui sont des gens qui fabriquent de la mort, mais ces gens-là, ils avaient leur combinaison Syngenta. Ça faisait 20 ans qu'ils bossaient là. Ils étaient fiers de leur boîte. Et si le licenciement arrivait en fin d'année, bien sûr que c'était la fin du monde pour eux, parce qu'ils avaient 2 crédits sur le dos, parce qu'ils avaient l'éducation des gosses, parce qu'ils avaient une femme malade, parce que tout ça, c'était fini, c'était la fin du monde pour eux. Mais ce qui leur foutait vraiment les larmes aux yeux, c'était de plus d'avoir d'identité, de plus être des Syngenta, comme ils disaient. C'est dingue, mais c'est vrai. Et l'autre truc qui m'a bouleversé, c'est que je m'étais loué une petite piole à Bernay, c'était à Bernay. Et j'étais venu avec quelques bouquins, et je me suis dit, je vais lire, je termine à 5 heures, je bouquine jusqu'à 7 heures, puis après j'écris un peu. Mais rien du tout, nada. Quand tu rentres de l'usine à 5 heures du soir, t'as tellement été... Ton cerveau a tellement été pressé, malaxé, t'es tellement crevé, ça demande tellement de concentration en plus ce machin, parce que je me suis dit, moi je vais penser à ma page pendant la journée quand je travaille à la chaîne, et puis le soir j'écrirai, mais tu penses à rien, tu es obligé de te concentrer pour remplir ce putain de bidon. Et le soir, tu es juste bon à regarder la roue de la fortune sur TF1, ou en 2022 les Marseillais contre le reste du monde, ou je ne sais quelle connerie, tu peux rien faire d'autre. Ce travail te bousille le peu de temps de cerveau qui te reste de disponible. Et c'est révoltant. Et en plus, on veut les faire bosser encore plus tard. On veut les faire arriver à la retraite encore plus tard. Mais Dieu sait que je suis dégagé, engagé comme artiste, mais ça me révolte. Là, vraiment. Ça me rend dingue. Ça me rend ouf, en fait. C'est vraiment pas une vie, quoi. Cette entreprise-là, ces gens, c'est un boulot terrible, 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 terrible à vivre, terrible à faire. Voilà. Et il y a des gens à Saint-Germain-des-Prés qui disent oui, ces gens-là vont pas voir le dernier film d'auteur français, mais mes couilles, quoi. Qu'est-ce que tu veux qui Comment tu veux faire, putain? Comment tu veux faire? Oui, tu regardes Top Gun, bien sûr. Moi, le premier, j'irai voir Top Gun. Pareil que le deuxième est pas mal en plus. Non, mais c'est aussi, on a oublié de préciser quand même l'histoire de ces licenciements, puisque le père de Diego Lambert propose. Oui, tu as raison. Voilà, propose. En fait, au début le narrateur, donc Diego Lambert, est endetté. Il faut qu'il trouve 50 000 euros, et le seul qui est capable de lui fournir ça, c'est son père, qui dirige une multinationale, et qui lui dit ok, je te file 50 000 balles, mais tu dois licencier 15 salariés dans une usine à Saint-Omer. Et il y va. Au début, il est assez cynique, revenu de tout. Il se dit je vais le faire sans problème. Et puis il va rencontrer ses salariés les uns après les autres. Et puis derrière chaque salarié, il y a une personne faite de chair et de sang, avec un passé, une histoire, une mélancolie au fond des yeux. Et finalement, il ne va pas trouver le courage de le faire, ou plutôt il va trouver le courage et l'énergie de ne pas le faire. Et là, l'histoire va vraiment devenir différente, quoi. Et je m'auto-soule en disant ça, parce que ça fait à peu près la 100e fois que je le dis, et je me mets une claque. Voilà. Mais ça rejoint quand même le roman de Fabrice sur ces personnages-là, sur ces gens, on peut les appeler ces gens-là, qui sont un peu oubliés, dévastés. Là, pour le coup, chez Fabrice, c'est un réfugié sud-américain qui se prend pour un chaman, qui tente des rituels hallucinatoires, un voleur de voiture qui fume des joints, un kleptomane, ce gendarme totalement ravagé qui est terriblement haut en couleur et qu'on aime. Je l'adore, ce gendarme, c'est ma passion. Il est hallucinant, ce gendarme. Et je soupçonne que, à l'instar de ce gendarme, Fabrice ait l'impression qu'on mette des micro-puces dans sa pizza. Je soupçonne un peu ce côté-là. Un côté un peu complotiste chez David, chez Fabrice quand même. Je sais pas. Écoute,
Ah. Ça me flatte beaucoup, mais pas du tout. Non, je ne crois pas être complotiste, en fait. Mais c'est vrai que ce personnage… Les vaccins, c'est à coup des labos pharmaceutiques, à vous, quand même. Ouais. Et il paraît que l'homme n'a pas marché sur la Lune. Tu le savais, ça? Et tu sais que la Terre est plate? Tu ne savais pas? Ouais, ça, je le savais. Ça, c'est sûr. Tu ne vas pas m'apprendre ça, quand même. Moi, quand je regarde la Terre, je vois bien qu'elle n'est pas ronde, il ne faut pas déconner. Ouais. On est d'accord là-dessus. Ouais, non, mais j'ai un truc, aucun vaccin ne s'est jamais écrasé sur le Pentagone. Antoine Fort, bravo Antoine. Nickel. Ouais, non, Givert, tu l'as bien réussi, Givert. On a envie de le prendre dans ses bras, on a envie de boire un coup avec Givert quand même. Non, Fabrice. Ah, on l'entend. Ah, on l'a perdu. Non, c'est bon. Ah non, on l'a retrouvé. Et Givert, voilà, c'est pour faire court, mais j'ai eu la chance de passer 48 heures en garde à vue avec une histoire de Greenpeace, avec un personnage que je ne peux pas nommer et que je ne peux pas géographiquement situer, mais qui a été une véritable rencontre karmique, en fait. Ah ouais. Et en fait, lui, il connaissait mon identité, c'est tout. Et au bout de 24 heures, moi, j'étais tellement curieux de ce personnage complètement incroyable, atypique, qui est Givert, quoi. Que j'ai commencé, moi, à le cuisiner. Donc, en fait, les rôles se sont inversés. J'ai commencé à le questionner sur sa vie, à savoir qui il était, ce qu'il avait fait, quelle était son histoire. Et donc, il m'a raconté toute son histoire qui est très collée à l'histoire de Givert, en dehors du complotisme. Et en partant de la gendarmerie, je me suis dit, je ne peux pas rien faire de ce bonhomme-là. Et je lui ai dit d'ailleurs, parce qu'on se tutoyait en fin de garde à vue quand même, et je lui ai dit, tu ferais un personnage de roman, mais fantastique, quoi. Donc, je suis rentré chez moi avec lui et il m'a accompagné pendant des jours et des jours et des jours et je n'arrivais pas à m'en défaire. Et je me suis dit, mais je ne vais certainement pas m'en défaire, je vais en faire quelque chose, quoi. Et donc, j'en ai fait ce personnage qui est fictionné, bien sûr. Mais j'ai vécu la même chose une fois dans ma vie, à la clinique Jeanne d'Arc à Saint-Mandé, où j'ai passé un mois pour sevrage. Et il y avait un mec qui s'appelait Henri. Monsieur Henri, on l'appelait. Ça faisait des mois qu'il était là. Et lui, il s'était loué une suite. Et Henri, en fait, au début, je ne comprenais pas pourquoi il était hospitalisé. Il portait beau et tout. En fait, il s'était démerdé. Il backchichait tout le monde, les infirmiers, tu vois, je sais pas, il avait des… Donc, il faisait venir du vin blanc, des fruits de mer, enfin, tu vois, c'était un peu n'importe quoi. Et en fait, il avait des fiches sur les médecins, ce qu'ils avaient fait de bien, de pas bien, ce qu'ils avaient fait de touchy avec les patientes, les infirmiers, ce que les infirmiers avaient volé, les aides-soignantes, les femmes de ménage. Il avait des fiches sur tout le monde. Et en fait, il restait, ça faisait 6 mois qu'il était hospitalisé, uniquement parce que sa femme le faisait chier et qu'il n'avait pas envie de rentrer chez lui. Mais en fait, concrètement, il n'avait aucune addiction, il n'avait aucune raison d'être là. Simplement, il était bien parce qu'il se faisait des nouveaux copains à la clinique Jeanne d'Arc. Et voilà, quoi. Et alors, le matin, il prenait son brunch sur sa terrasse, là, parce que c'était la suite où Françoise Sagan était allée se faire sevrer, Johnny Hallyday était allé se faire sevrer, enfin, c'était des suites à 400 € la journée. Et lui, il était là, et en plus, il s'était démerdé avec sa mutuelle pour se faire rembourser 80% par jour. Il se prenait son brunch le matin. Il y avait un mec qui allait lui chercher des crevettes roses et des bulots le midi, un petit verre de blanc, enfin tu vois, dans une cure de désintox, un petit verre de blanc, il était content. Et c'était un personnage, j'en ai fait un personnage dans Léger Passage à Vide, c'était pas possible autrement, quoi. Ah bah ouais, tu m'étonnes, t'es obligé, quand la vie te met des lascars comme ça sur ton chemin, c'est des cadeaux, c'est sûr. Il faisait des lucarnes en permanence, ce mec. Je remarque. Hop. Bonsoir à tous les deux. C'est un véritable plaisir de vous entendre, de te retrouver, Nicolas, et d'écouter
d'écouter s'était vu Fabrice. avec Frédéric aussi. Merci. Ah ouais, mais écoute, Tu avais parlé du flipper, je me souviens. ben dis donc, tu as une de ses mémoires. Ouais. Exactement. Et Fabrice, donc j'ai eu le dernier livre de Nicolas et j'ai démarré celui de Fabrice et je pense que j'en suis à la moitié. Il ne passera pas la nuit parce que je suis complètement accroché. J'aurais une question pour toi, Nicolas. Après, je reviendrai, mais je vais commencer par Fabrice, ne serait-ce que pour dire que je ne suis pas content et contre Nicolas et en même temps content parce qu'il m'a piqué une partie de ma question. Moi, je lis ton livre, Fabrice, depuis 24 heures et effectivement, je pensais Frédéric Dard, depuis le début, je retrouvais le Frédéric Dard que j'aimais, celui qui ne cédait pas à la facilité, mais qui était capable, effectivement, qui avait un art du dialogue, qui était capable de croquer des personnages, de se lancer dans la gaudriole, un peu côté pied nickelé, un peu parfois, etc. Puis d'un seul coup d'après, sur le paragraphe, partir dans des digressions sérieuses et profondes et qui collent vraiment aux tripes et à la réalité. Et je retrouve tout ça dans le livre et c'est vraiment plaisant. Et je dis quand même merci à Nicolas parce que ça me faisait aussi penser à quelqu'un d'autre. Et effectivement, la référence au premier de Jean, c'est exactement ça. C'est vraiment un grand plaisir de lire ça. Et donc, ma question, c'est est-ce que, je reviens à Frédéric Dard, est-ce que c'est quelque chose que tu as lu, que tu connais, qui t'a inspiré ou pas du tout? Il n'y a pas eu effectivement d'auteur ni de Jean ni Dard dans tes inspirations pour ce livre. Déjà, merci, ça me touche beaucoup ce que tu me dis, c'est hyper nourrissant, donc voilà. Après, très honnêtement, non, par rapport à Dard, j'ai évidemment la référence, je la connais, je vois l'univers de Frédéric Dard, mais je n'ai jamais lu du Frédéric Dard. Par contre, Philippe Dian, c'est l'auteur qui m'a complètement révélé à la lecture et à l'écriture. Alors que moi, j'étais non seulement quelqu'un de pas très obéissant, mais j'étais un mauvais élève à l'école. J'en foutais pas une et puis je m'ennuyais profondément et je lisais pas les bouquins qu'on nous disait de lire. Là, je n'étais pas scolaire. Et l'histoire, elle est toute simple. Hein. Par contre, j'étais un féru de cinéma. Il y a 16 ans, 86, je suis allé voir 37 de matin au cinéma. Et j'ai pris clairement la claque de ma vie, mais la claque de ma vie. Et donc, j'ai décidé de lire ce bouquin. Et là, j'ai pris la deuxième claque de ma vie et je me suis mis à dévorer tout ce que Jean avait écrit jusque-là. Et là, je me suis dit, mais moi, c'est ça que je veux faire, quoi. Ce mec-là m'a tellement... ça me faisait tellement écho, ça me faisait tellement vibrer, comme tu dis, ça me faisait rire et en même temps, ça me bouleversait. Je pense à 37.2, il n'y a pas eu que ça. Hein, il a fait plein de bouquins monstrueux. Mais cette histoire d'amour là, entre Betty et Zorg, complètement passionnelle, sans concession, où ils vont uniquement là où leurs émotions, surtout elles, les guident, ça m'a tellement fait du bien. C'était comme si quelqu'un validait une pensée enfouie, cachée au-dedans de moi, qu'on avait enfermée dans des matrioshkas à double tour pour pas que j'y accède. Je parle pas que de mon éducation et de mes parents, je parle de toute une société, et pas que l'éducation nationale, qui n'a pas beaucoup changé depuis. Et soudainement, Jean, il faisait sauter tous les verrous. Et il m'a envoyé des bouquets de fleurs à bout portant comme ça, et il validait cette pensée enfouie que je culpabilisais presque de l'avoir. Et voilà, donc aujourd'hui, clairement, je lui dois tout mon amour des mots, tout mon amour de la lecture, et ma passion et ma révélation par rapport à l'écriture, quoi. Donc, c'est clairement revendiqué, ouais. En tout cas, le Jean, jusqu'à l'époque peut-être de la trilogie des Saint-Bob ou avec L'En dehors, là, typiquement, qui est pour moi son bouquin le plus merveilleux, quoi. Et vos deux romans, ils sont quand même extrêmement cinématographiques. Moi, j'ai pensé aux frères Cohen pour vous, Fabrice. J'ai l'impression qu'il y avait cet univers-là totalement déjanté, qui partait un petit peu dans tous les sens, mais en gardant une ligne de conduite aussi.
Et le Ouais. cinéma, c'est quelque chose qui vous passionne, qui Ouais. a un attrait particulier? Ouais, en tout cas, le cinéma, c'est ce qui m'a porté dans la création. Tout jeune, j'ai bouffé du film au kilomètre. J'allais voir 2 à 3 films au cinéma quand j'étais gamin. Et c'est ce qui a nourri ma culture et mes envies aussi de créer. Moi, je viens de là, hein, clairement. Et puis, je suis un fan évidemment des frères Cohen parce que c'est exactement ce que vous venez de dire, là, Anthony. C'est ce côté complètement décalé, mais avec un vrai fil. Enfin, c'est millimétré leur scénar aux frères Cohen. C'est extrêmement bien pensé, réfléchi, et en même temps, c'est total foutraque. J'aime beaucoup l'humour à l'anglaise aussi. Je pense à Good Morning England, typiquement, qui est un film culte, ou d'autres films comme Little Miss Sunshine, ou ce genre de cinéma là, un peu hors norme qui sort des codes habituels où à la 14e minute, il faut absolument que l'arc narratif du personnage principal commence à être révélé, tout ça. Oui, moi je suis vraiment d'une culture de l'image, ouais. Ouais, ouais. Et Nicolas, tu veux réagir par rapport à ça? Oui, 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 parce que j'aimerais juste dire quelques mots à quel point ce que dit Fabrice sur Gian, je le comprends tout à fait, ça me touche, mais à quel point en fait ça se ressent dans son écriture. Quand il parle de Betty, par exemple, j'ai l'impression parfois de retrouver ma Betty à travers Anna et ce qu'il écrit sur Anna. Par exemple, à un moment, il écrit sur Anna la chose suivante. Elle a piétiné sur place, le cul moulé dans sa mini-jupe noire charbon. J'ai zoomé vers ses bas filets brillants qui pétaient comme des étoiles filantes le long de ses cuisses sans fin. Tu vois, on retrouve la grâce de Gian à ses débuts et cet amour qu'il pouvait avoir pour Betty ou alors un autre truc. Anna n'a jamais été maternelle, elle n'a pas été construite pour perpétuer, juste vivre maintenant les émotions qui la traversaient aussi rapidement que des paysages d'autoroute. C'est beau quand même, tu vois, c'est la classe. Et donc, quand il évoque Gian, il évoque pas Gian par hasard. Et deux, le salaud, c'est quand même son héritier, à mon avis, hein, vraiment. Mais attends, toi aussi, hein, pas mieux, hein, Nico. Différemment, c'est pas pareil. Il y a Toi, plein de vraiment, moments. t'as un monde et Gian, il peut mourir tranquille maintenant, vraiment. Le plus tard possible. Comme dirait Thierry Roland quand on a gagné la Coupe du Monde, le plus tard possible, mais tranquille. Alors, je vais faire une parenthèse à propos de Philippe Jean parce qu'il était venu une année à Valence, il était président du Festival des scénaristes. Et du coup, il fallait des accréditations pour rentrer et le voir et tout. J'ai réussi, par une entourloupe pas possible, à avoir une accréditation et à rentrer. En fait, j'avais ce besoin de lui dire et de lui rendre ce qu'il m'avait apporté sans lui demander, parce que souvent, quand on va voir des gens qu'on aime beaucoup, on peut avoir une certaine tendance à être en attente ou à les pomper sans le vouloir, etc. Et j'avais super peur de ça, en fait. Et il y avait plein de monde. Et moi, j'étais dans mes petits souliers. J'étais hyper stressé. Et du coup, je suis allé le voir et je suis allé lui parler à voix basse parce que je ne voulais pas que les gens entendent ce que j'avais à lui dire. Je voulais juste le remercier de tout ce qu'il m'avait apporté. Et c'était avant que je me lance dans l'écriture de la fille du Chasse-Neige. Ouais. Et ce qui était incroyable, c'est que Jean, toi qui l'as croisé, je crois, au moins une fois, là, tu m'avais raconté, Jean, il est sourd d'une oreille. Oui, je sais. Ouais. Et... Je fais baiser là-dessus, je te raconterai. Et en fait, il était tellement attentif à ce que je lui disais que, je te dis, je lui parlais vraiment pas fort. Je sais pas, et en fait, il n'y a pas un moment où il m'a demandé de répéter. Et il a tout entendu. Et il y a eu un moment un peu magique, j'ai trouvé, où j'ai senti que voilà, il y avait une lumière qui s'allumait aussi dans son regard. Et
il était hyper touché. Moi, j'avais besoin de lui rendre, en tout cas, sans lui prendre, voilà, à ce grand monsieur, quoi. Alors moi, j'avais toujours refusé de le rencontrer les 10 premières années où je travaillais pour la presse écrite. Puis un jour, c'était Jacques Bronstein à Technicart qui me dit allez, on a 6 pages à faire sur lui, je veux que c'est toi qui le fasses. Alors j'y vais. J'ai préparé jamais de ma vie, j'avais préparé une interview. Là, j'ai préparé 15 jours avant, tu vois le truc. J'étais arrivé avec 3250 questions. On se retrouve près du Jardin du Luxembourg, sur une terrasse. Et mes questions, en fait, chaque question faisait 1 page et demie. C'était pas une question, c'était un monologue pour lui montrer à quel point j'avais aimé ses livres. Tu vois, c'était des questions qui n'amenaient pas de réponse, en fait. C'était débile. Et en plus, je crois que je devais lui parler vers la mauvaise oreille. Enfin bon, bref, c'était ni fait ni à faire. C'était une catastrophe. Et donc, c'était à 9h du matin. À 11h, il me dit on a fini. Moi, j'avais rien. Et le photographe arrive et lui dit j'aimerais qu'on fasse les photos chez vous. Donc, on va chez lui et on fait les photos. Et puis, je me dis c'est cuit, quoi. J'ai loupé mon truc. Et je me barre et il me dit je fais un lapin à la moutarde, ça vous branche? Je dis ouais. Et là, on va dans la cuisine. Et là, en fait, Jean, il aime ce qui est concret. Et là, il m'a montré comment il faisait le lapin à la moutarde. Tu vois, il a découpé le truc, il m'a expliqué et tout. Et là, d'un seul coup, le dialogue a pu se faire. Et on a discuté, mais on a discuté d'autres choses. Ce qu'il voulait, c'était qu'on parle d'autres choses. En fait, il ne voulait pas qu'on parle. Il avait vu que j'étais fan et que voilà, mais ça, il s'en foutait. On a parlé de trucs précis. On a parlé des Landes. On a parlé de trucs qui n'avaient rien à voir, de Stéphane Echer, et je me souviens d'un truc qui m'avait marqué, c'est que on a discuté pendant l'après-midi et vers 16h30, sa fille est rentrée des cours. Elle devait avoir 16 ans, elle était mignonne, et quand elle est rentrée, il a vu que je la matais, enfin que je la regardais. Et là, il m'a maté, genre, mais si tu continues à jeter un regard sur elle, je t'arrache les amygdales avec les doigts, quoi. Tu vois, c'était un regard de tueur qu'il me faisait. Et donc, j'avais ma chute pour mon papier, j'étais content, je me suis barré. Excellent. Mais voilà, c'était... Mais tu sais... C'est toujours risqué de faire un papier sur quelqu'un qui a tellement compté dans ta vie. Ouais, j'imagine tout à fait. Et puis c'est vrai que tu t'imagines, moi je me suis fait 10 000 plans sur la comète et tout, et en fait c'est certainement pas là où il avait envie qu'on se retrouve. Je pense, j'ai eu la chance de manger avec Daniel Pénac, qui avait fait. Qui avait fait une petite citation pour La fille du chasse-neige. Donc, comme il a une maison dans le Vercors, c'est un gars assez incroyable. Et du coup, je l'avais invité à manger l'été dernier à la maison. Et il est venu avec sa femme, qui est une personne extraordinaire, Lamine, et Daniel est aussi extraordinaire. Et je crois qu'on a à peine évoqué des histoires de littérature. Il y avait mon copain Loïc chez qui je vivais, etc., qui était là, qui est pas un grand littéraire, donc je voulais pas le faire chier avec ça non plus. Et en fait, on a parlé de choses, comme tu dis, hyper concrètes, quoi. On a parlé d'agriculture, on a parlé de terroir, on a parlé des gens, mais on a parlé de tout sauf de littérature, quoi. Et je crois il avait ce besoin, il n'avait pas envie que je le fasse chier avec des histoires de bouquins, quoi. C'est exactement ça. Mais pour revenir à ce que disait notre ami, tu sais, par rapport au livre, est-ce qu'on doit prendre soin d'eux ou au contraire les dégommer un peu? Moi, je sais que comme toi, j'ai commencé adolescent avec les Jian. Tu parlais de Landehor, Maudit Manège et Chine et tout ça. Et Jian grâce à Jian, j'ai eu cette chance parce que Jian avait le génie de citer les auteurs américains qu'il aimait. Je ne sais pas si tu te souviens. Carver, Bukowski, Fante, Brotigan. Et je mettais des coups de stabilo et j'allais à la librairie de Vernon dans l'Eure
commander ces bouquins-là en poche, Ouais, dans la poussière et tout ça. Et c'est comme ça que je suis venu à la littérature, moi. Grâce à Gian, pareil. à tous les livres de Gian, mais grâce aux auteurs américains que citait Gian dans ses livres. Exactement, Donc, mais j'ai fait la dois même. tellement, mais tellement. Mais pareil, tout ce que tu viens de citer, les Fante, Brotigan, Carver, ouais, voilà, tout ça, tous ces Lascars que j'ai lus aussi dans la foulée, après avoir épuisé tous les gens, j'ai rebondi sur tous ces auteurs. Et puis voilà, après, c'était parti. Ouais. Ce qui me touche, c'est comme toi, j'étais super mauvais élève en classe, quoi. Et par exemple, j'étais nul en français, ça ne m'intéressait pas. Mais ça, c'était mon école buissonnière, c'était mon éducation littéraire à moi, en fait. Cette alchimie entre vous deux donne envie d'avoir un roman à 4 mains. Ça va. Ouais. Écoute, vu qu'il fait des bouquins de 600 pages, je lui laisserai faire 30 pages et moi, je ferai une page. Non, comme ça. Non, mais déjà, je vais essayer le prochain que je viens de commencer. Je vais essayer de faire moins épais. J'ai envie d'un truc moins épais, ouais. Mais ouais, écrire à 4 mains avec Nico, mais grave, quoi. Carrément quand il veut. J'aimerais bien. Moi aussi, hein. J'en ai déjà évoqué, j'en ai parlé à ma chérie d'ailleurs. Je pourrais lui demander à l'occasion. Ah bah ouais, écoute, bon coup, hein, ça me branche bien l'idée. Ce serait génial que ça se réalise. Ouais, Marion veut je serais ravi, Anthony, je serais ravi. Marion, il faut allumer le micro. J'ai juste levé la main parce qu'effectivement, à propos de Gian, il n'y a vraiment aucun hasard dans la vie, quoi. Moi, il faut savoir que Gian, j'étais dans mon premier boulot d'éditrice à Marseille quand 37.2 est sorti au cinéma. Ah oui. Ça a changé ma vie, ce film. C'était enfin le genre de... Bon, peu importe, mais enfin, je disais, je ne m'intéressais pas du tout au roman contemporain et à tout ça parce que ça me gonflait au plus haut point ce qui sortait. Bon, on était dans les années... c'était en 89 ou je ne sais plus. C'était il y a longtemps, quoi, la sortie de 37.2. Et donc, j'ai immédiatement acheté le livre, découvert l'écrivain. Donc, c'était vraiment une claque. C'était ça, la littérature qu'on attendait, je crois, que moi, j'attendais. C'est-à-dire une littérature réaliste qui parle comme le réel, en fait, et qui ne fasse pas une littérature de salon qui parle comme dans les salons. Mais toi, après Jean et Carver, tu m'as sauvé la mise avec Nouvelle Génération. J'ai découvert L'Homme de Chevet, Mademoiselle Jambon, Michel Houellebecq, Extension de la Lune. Non, mais attends. Là, ce qui est intéressant, Nico, c'est Gian. C'est-à-dire que moi, je me prends Gian dans la figure comme tout le monde, jeune. Et puis, l'année d'après, en fait, ou dans les 6 mois, je réponds à une petite annonce. Donc, je travaille dans une maison d'édition à Marseille. Et je voulais évidemment faire de l'édition, c'était tout à Paris, hein. Et je réponds à une petite annonce anonyme qui était les éditions J'ai lu. Et quand j'arrive pour mon entretien d'embauche chez J'ai lu, donc je vois. Comment est-ce que je connaissais les éditions J'ai lu? Tout simplement parce qu'ils avaient sorti 37.2. D'accord. Et ils avaient aussi sorti. J'avais lu Angélique Marquise des Anges. Enfin, ma grand-mère le lisait. Et puis, il y avait aussi Sexus d'Henri Miller. Et puis sinon, je ne sais pas, j'ai lu. Génial. Mais il y avait 37.2. Et donc, toi qui as publié les autres Gian, alors Et après, les autres Gian, bien sûr, on les a publiés. Mais l'entretien d'embauche, quand ils avaient plusieurs candidats, jeunes et tout, et ils me demandent, voilà, si on vous embauche, qu'est-ce que vous avez envie de publier comme livre? Et moi, je leur dis, pour moi, ce qu'il faut faire, c'est des nouveaux... Il faut chercher c'est Gian, ça, c'est la littérature qu'il faut publier maintenant et tout. Et en fait, ils cherchaient un jeune, justement pour développer des lignes comme ça. Et c'est-à-dire qu'ils avaient vu le succès de Gian. Le succès était en cours quand je suis arrivée. Ça cartonnait. Il a fait 350 000 en poche, mais là, on en était à 100 000. Et donc, ils voulaient effectivement un jeune qui soit... plus, ils n'y comprenaient rien, Gian, ils avaient 50 ans, ce n'était pas leur culture, c'était une langue justement pas académique. Il faut se rendre compte que Gian, il a été... Donc c'est comme ça que j'ai été engagée, grâce à Gian, enfin, qu'il ne le sait pas, mais, enfin, si, il le sait parce que je lui ai raconté bien plus tard. Et ensuite, j'ai publié Gian, enfin, j'ai publié, c'est mon chef, c'est très important, il vendait énormément, mais enfin, moi, j'étais là, la jeune assistante, éditrice, donc je l'accompagnais, etc. On a publié tous ses livres et en fait, il a quitté
10 ans après, j'ai lu racheté par Folio, bon, comme ça arrive dans l'édition, mais aussi parce que lui, on a vécu les 10 ans de Gian qui se faisait vomir dessus par toute la critique. Oui, Vous c'est vrai, au ne pouvez départ. pas vous souvenir de cette époque, tous parce que vous êtes plus jeunes, mais dans les années 80-90, c'était un écrivain populaire qui n'écrivait pas comme il faut, qui écrivait comme on parle, comme on parle tous d'ailleurs, qui ne marquait pas les négations, qui avait une langue réaliste, qui racontait des histoires de drogués. C'était pas un roman parce qu'il n'y avait pas un début, un milieu, une fin, etc. Et il se faisait vomir par tout le monde. Et Gian, c'est vrai que ça a développé, si tu veux, l'envie de la reconnaissance. Et après, quand Gallimard est arrivé, voilà, il a changé de maison. Mais on a fait vraiment les 12 années de bataille esthétique. Et le diable, il sort de là, en fait, de cette histoire-là. Voilà, c'est tout ce que vous voyez, Gian commence à se... Mais je me souviens tout à fait d'émissions Téloche où il se faisait dessouder par des journalistes sur ces passages de sexe, quoi, notamment très crus, évidemment complètement assumés, extrêmement bien écrits. Et en fait, il choquait son monde. On disait qu'il n'était pas un auteur. Et ça paraît incroyable, quoi, quand on voit aujourd'hui la notoriété du Lascar, le succès et comment il a pu révéler du monde. Et heureusement, quoi. Complètement. Et du coup, j'ai lu, c'était l'éditeur populaire sans qualité littéraire, etc. D'où la surprise 15 ans après seulement, quand on lance Nouvelle Génération. Et Nouvelle Génération avec Nicolas Ray, avec Despentes, Houellebecq, et justement des écrivains du réel, dans la langue du réel. Éric Holder, et une liste incroyable. Mais c'est Gian, le grand, lui, le précurseur 10 ans avant de ça. C'est pour ça qu'il est aussi fondateur, à la fois pour beaucoup d'auteurs, peut-être tous dans la maison, parce que Siebert aussi et tout, et même toute une maison d'édition. Enfin, ce n'est pas le seul, mais voilà, c'est des marqueurs très forts. Et donc, Gian, il le sait, ça, parce qu'on lui a dit, et d'ailleurs, il sait maintenant. Mais il s'en fout, parce qu'il préfère parler de choses concrètes, il n'a pas la grosse tête. C'est marrant, il y a une fille qui dit « C'était très mal vu à l'époque pour une fille de lire Philippe Gian ». Et une autre qui répond, c'est justement parce que c'était mal vu que je l'ai lu. Il y a des petits textes en dessous là, qui défilent. Je ne sais pas qui c'est qui dit ça. Je découvre Internet, moi. Il ne faut pas m'en vouloir, mais bon, c'est marrant. Découvre bien. Avant de passer la parole à Sophie, on fait une petite photo de groupe, comme on a l'habitude, évidemment. Mais tu as une question pour moi qui a son fond, mais bon, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Okay. Il va revenir. Ah, d'accord. Ok. T'inquiète pas. On te lâche pas comme ça. Là, on fait une photo, c'est ça? Là, on fait une photo. Voilà. Tu te fais beau. Parfait. C'est parfait, c'est bon. Merci. Sophie, c'est à toi. Alors, bonsoir Nicolas, bonsoir Fabrice, bonsoir Marion. Pour rebondir sur ce que disait Fabrice tout à l'heure, vous avez remercié Gian. Moi, j'aimerais vous remercier vous deux parce que Fabrice, je ne vous ai pas encore lu, mais vous écoutez fait du bien. J'ai un ado de 17 ans et je vais lui faire écouter de ce que vous avez dit par rapport au fait d'être fier de ce que l'on est, de ce que l'on pense. Surtout dans la société actuelle dans laquelle on vit, ce n'est pas toujours facile. Donc, merci pour les mots que vous dites, sans langue de bois en fait. Et le moment qu'on vit là, enfin, comme souvent, mais ce soir, c'est une très belle intimité et c'est un très beau moment, encore une fois, partagé. Et avec vous deux, en plus, comme le disait très justement Anthony, cette alchimie qui est entre vous deux, on la ressent. Et c'est juste super. Donc, moi, je vous dis merci pour les paroles que vous avez, Fabrice. Moi, je suis complètement sous le charme de ce que vous dites. Je ne vous ai pas encore lu, hein, donc j'ai hâte de vous lire. Ce sera pire après, Sophie. Ah, merci super, beaucoup. super. Merci beaucoup. Mais vraiment, vous avez des mots qui ont du sens, qui tiennent la route. Et j'aimerais que vous veniez dans le lycée de mon fils pour justement porter cette parole-là parce que nos gamins maintenant, qu'est-ce qu'ils ont quoi? Je vous dis 17 ans, je vais lui faire écouter le replay entre guillemets de cette émission parce que vous dites des choses vraies et il n'y a pas beaucoup de personnes comme vous en fait. Voilà.
Alors, je ne rebondis pas sur votre livre, je suis vraiment désolée. Non, mais mais moi, je parle avec le cœur et ce que j'ai écouté ce soir, ce que vous avez dit, moi, je l'ai pris de plein fouet et je vous dis merci pour ça, Fabrice. Merci beaucoup, ça me touche vraiment beaucoup, beaucoup. Après, je ne suis pas sûr de venir au lycée parce que les profs, je n'ai pas la cote avec eux. Et encore aujourd'hui, demander à mes enfants, à mes fils, c'est plutôt leur maman qui va gérer les histoires de profs parce que je n'ai pas la diplomatie et le recul pour ça. Après, on n'est peut-être pas nombreux à le dire, mais je pense qu'il y a un paquet de monde qui le pense. Et sans refaire le monde une fois de plus, mais je pense que les gens osent de moins en moins jouer la différence. Et qu'est-ce que nos plus belles qualités, si ce n'est qui on est profondément et nos plus belles différences. Moi, je dis assez souvent la même chose, mais je suis extrêmement attaché aux gens qui sont différents et attaché aux gens qui nous semblent avoir des failles. Et comme je suis convaincu aussi que tout est une histoire d'équilibre, je suis convaincu que nos plus belles failles sont nos plus grandes forces, mais profondément. En tout cas, moi, mes plus grandes failles, Dieu sait que j'en suis extrêmement conscient. Je les mets au service de l'écriture. Et c'est là-dedans que je me fais le plus plaisir et que j'arrive à vivre ce qui peut paraître un défaut. Moi, pour finir là-dessus, j'ai la fille d'un ami que j'aime énormément, qui est un peu ma fille de cœur, qui un jour avait un gros coup de mou, en tout cas, qui avait des gros coups de mou, mais chroniques, et qui le vivait très mal parce que tout le monde lui disait « Mais allez, arrête de te laisser aller, sors-toi les doigts, t'es chiante, t'es pas drôle. » Donc tout ce qu'il faut dire, évidemment, à quelqu'un qui n'est pas bien. Et elle me dit « Mais Fab, qu'est-ce qui fait que je suis comme ça et qu'est-ce que j'ai en moi ?» Moi, je lui dis, mais Marilou, tu te trompes en fait. Dis-toi plutôt, qu'est-ce que tu as en plus? C'est ça, je suis convaincu. Et je suis convaincu que nos grandes différences sont nos plus beaux atouts et qu'il faut absolument les cultiver. Mais profondément, j'en suis convaincu. C'est ce que je dis à mes garçons, en tout cas, quoi. Merci en tout cas. Et je vais faire vite, pardon. Nicolas, alors, quel plaisir de… Comment ? Juste pour vous dire, ça m'a fait exactement la même chose. La première fois que j'ai rencontré Fabrice, c'était aux 20 ans du Diable Vauvert. Et le lendemain, il m'a raccompagné en voiture à la gare de Montpellier avec mon amoureuse, ou à Nîmes, la gare de Nîmes, je ne sais plus, la gare de Nîmes, je crois. Ouais, on était dans la voiture avec lui. Et j'ai eu un coup de foudre amical pour ce type. Et j'ai dit à mon amoureuse, mais il n'y en a plus des comme lui, le moule est cassé. Je me souviens, je lui ai dit ça. Vrai. Et donc, je ressens exactement la même chose que vous, madame. Alors, moi, je suis mariée. Vous, Fabrice, vous avez votre chérie, mais sincèrement, j'ai un vrai coup de cœur pour vous ce soir. Voilà. Vous êtes marié ou… Oui, deuxième mariage. Donc, voilà, on va… Non, je suis désolé, je suis éperdument amoureux d'une femme à qui je donne tout. Très, très bien. Mais j'ai vraiment un très beau coup de cœur pour vous, quoi. Vraiment, ouais, avec je vous taquine. ce que vous dégagez, en tout cas, voilà. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup. Fabrice et Nicolas. Moi, j'ai lu votre livre et alors on a parlé de votre père, on parle de Diego, on parle de Anne, mais on n'a pas encore parlé de Mathieu. Ah oui. Votre ami Mathieu, qui quand même un rôle relativement important et qui pourrait ressembler à un certain Mathieu Saïkali. Ah oui, énormément. Bon, en tout cas, j'ai pas forcément de questions, mais peut-on évoquer Mathieu? Et je m'arrêterai là parce que je parle beaucoup. Et en tout cas, je vous remercie infiniment tous les deux ce soir pour cette rencontre sublime. Merci Anthony. Je vais vous répondre très vite. Mathieu, ça fait 8 ans qu'il m'accompagne. Donc ensemble, on fait les garçons manqués, on traverse la France. On va entamer notre 3e spectacle à la Maison de la Poésie au mois de novembre. Et c'est un musicien extraordinaire, un chanteur extraordinaire, un guitariste fabuleux. Et il a d'ailleurs chanté aux 40 ans de mon amoureuse, c'était génial. Et juste pour vous dire que je l'ai rencontré de façon très étrange il y a 8 ans, donc j'étais sur France Inter
dans l'émission de Pascal Clark, comme on nous parle, entre 9h et 10h le matin. Et une fois par mois, on avait décidé de faire une nuit blanche. Et justement, c'est le fil rouge de cette émission. Le premier invité, c'était Philippe Gian. Et j'avais décidé de lire des textes qu'aimait Philippe Gian. Donc, j'avais un texte de Régis Geoffrey, issu du livre Univers, un extrait de Robert McWilson, Eureka Street, etc. Et puis 2 jours avant cette nuit blanche, donc avec Philippe Gian, on décide avec Pascal, on se dit que ça serait pas mal que je sois accompagné d'un guitariste, d'un chanteur. Et à l'époque, c'était la Nouvelle Star sur D8. Et un peu comme Marié au premier regard, j'étais fan de la Nouvelle Star sur D8. Et je votais pour Mathieu Saïkali. Et ce petit con venait de gagner la Nouvelle Star sur D8. Donc j'appelle son manager, je dis est-ce que ça le branche? Mais je vous préviens, c'est France Inter, c'est le service public, on lui paiera même pas son taxi, quoi. Il faut qu'il passe la nuit à Radio France. Et il vient le lendemain, on répète, et la nuit se passe, mais un ton au-dessus, quoi. Il y a vraiment quelque chose entre nous. Et je le sens pendant le direct, et le lendemain, donc c'était dans la nuit du jeudi au vendredi, et le lendemain, donc j'arrive à France Inter pour faire ma chronique donc dans Comme on nous parle à 9h du matin, et je croise François Morel qui lui finissait sa chronique le vendredi matin sur France Inter, et qui me dit, j'écrivais hier soir mon nouveau spectacle, je vous ai entendu avec Mathieu Saïkali, avec le petit jeune, il y a vraiment un truc, il faut que vous fassiez quelque chose ensemble. Donc on était en avril, en mai-juin, j'écris un spectacle. En juillet, on va dans la zone de campagne de mes parents en Normandie pour répéter. Et je me souviens très bien du premier jour de répétition, parce que le premier jour de répétition était un peu laborieux, quoi. On débutait. Et mon fils, à l'époque, avait 8-9 ans, parce que j'ai un fils de 17 ans comme vous. Donc à l'époque, il avait 8-9 ans. Et il nous regarde répéter tout l'après-midi. Et quand on arrête de répéter, il est 6h du soir, il se lève de son fauteuil et il nous dit on n'est pas rendu. Hein. Et voilà. Et en fait, ça s'est bien passé. Voilà, ça s'est bien passé. On a eu un théâtre dès le mois de septembre et puis ça a continué depuis, donc c'est cool. Voilà, Mathieu. Et c'est un petit prince, quoi. Il y a quand même beaucoup d'autobiographies dans ce roman, hein, Nicolas? Non, mais quand même. Non, si, il y a une fiction quand même. J'ai jamais tué personne, je veux dire. Donc, c'est quand même un bon début, une fictionnelle, si tu veux. Tu vois. Non, pas encore. Non, mais je ne compte pas. Ce n'est pas dans mes projets à court terme. Jean-Marc. Oui, je reviens vers toi, Nicolas. Et je vais faire un peu comme toi avec Jean. Je vais faire semblant de poser une question, mais en fait, juste pour faire une réflexion et te dire combien j'apprécie de te lire, de t'écouter d'abord et de te lire aussi. Les deux vont ensemble. Combien Marion doit être heureuse, en tout cas, d'avoir 2 auteurs de ce niveau-là, un duo. Je pense que ça doit être exceptionnel pour une éditrice. Bref, je reviens vers toi, Nicolas. Et c'est vrai que moi, je vis avec tes livres depuis longtemps. C'est des rendez-vous réguliers, effectivement, qui rythment mes lectures. Et puis, tu mets tellement de toi que j'ai l'impression de vivre un peu de ta vie à chaque fois qu'un nouveau livre paraît, même si celui-là est un peu différent des autres. Et la seule chose que je voulais te dire, c'est que tu m'as rendu super heureux à force de te suivre toutes ces années et puis d'avoir écouté notre échange en Vlil l'année dernière. Et là, il y a 2 phrases dans ton livre. Alors, il y en a plus, mais il y en a 2 phrases qui m'ont vraiment réjoui. C'est ce bout de dialogue où Anne dit vous êtes totalement fou. Et tu lui réponds oui, mais il existe une chose que personne ne peut me reprocher. Je suis doué pour la vie. Et tu ne peux pas imaginer comme cette phrase m'a rendu heureux pour toi. Parce que je suis persuadé en plus que c'était certainement une des phrases les plus sincères de ce roman. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Oui. Je ne l'ai pas toujours été. Donc, tu vois, ça me touche d'autant plus que tu me dis ça parce que je ne l'ai pas toujours été vraiment. Et là, en ce moment, chaque matin, je me réveille. Tu sais, il y a ce petit quart de seconde où tu demandes où tu es. Et quand d'un seul coup, tu réalises que tu es à côté de la bonne personne, à la bonne place, au bon endroit. Et qu'enfin, tu es arrivé à bon port, quoi. Était plus totalement inachevé, plus totalement incomplet et enfin presque heureux, c'est top, quoi, tu vois.
c'était pas gagné d'avance. Voilà. Et je poursuis la citation parce qu'elle est en effet magnifique. Doué pour prendre le soleil dès qu'il se pointe, doué pour jouir d'un bon vin, d'un plateau de fruits de mer, d'un morceau de musique qu'on écoute à l'aube sur une plage, face à la mer, en pensant à celle qu'on aime et que l'on va retrouver dans un grand lit. À demain, cher ami. Oui, bon, je bois de temps en temps des verres de vin, je fais plus ça fréquemment. Je passe plutôt ma vie au Coca Zéro, mais ça m'est arrivé de boire un verre de vin Royal Chamalières avec Fabrice et Nathalie. Mais sinon, je suis au Coca Zéro. Mais par exemple, cet été, on était en Bretagne dans un petit cabanon qui donnait sur la mer. Et on s'est pris des palourdes avec mon amoureuse, avec chacun un verre de chardonnay. On était les rois du monde, quoi, tu vois. On était les rois du monde. Il y avait le soleil qui était au bon endroit. J'étais avec mon amoureuse. C'est fabuleux, quoi. C'est des instants qui s'arrachent au reste, au passé, au présent, la suite prévisible pour vous couvrir de baisers, quoi. C'est génial. C'est bon. J'aimerais que tu nous parles de ton roman. Fabrice. Ouais. Alors, Fabrice. C'est ça. Non, c'est bon, là, c'est parler de moi. Moi, je fais une parenthèse à nouveau, là, mais là, je suis complètement sous le charme de Nicolas, quoi. Ce mec, je l'aime, quoi. C'est super beau ce qu'il dit, il est hyper touchant. Voilà, merci. Hein. C'est bouleversant, hein, ces phrases qui sont citées, qui tu es, c'est sans filtre, c'est pur. Voilà. Bravo. Donc, je reviens sur le roman de Nicolas. Ouais. Reviens. Mais je trouve que dans ton roman, au final, personne n'est totalement innocent. On a l'impression que tous tes personnages sont coupables, pas forcément consciemment, mais en tout cas, tout le monde, que ce soit Mathieu, que ce soit même Anne, que ce soit évidemment Diego, que ce soit le père, tous tes personnages sont coupables de quelque chose. Ouais, ce qui m'intéressait en fait, c'était de faire un livre qui soit tout sauf manichéen, c'est-à-dire le type, par exemple, a priori, qui est une ordure absolue, à savoir le père de Diego, Antonio Lambert, ce PDG d'une multinationale, de faire en sorte que dans le dernier tiers du livre, on réalise que ce type-là, en fait... Exceptionnel passage. Ouais, on finit par avoir un peu de tendresse pour lui, quoi. Il finit limite par nous manquer. Et ça m'intéressait de me faire l'avocat du diable. Ça m'intéressait. Et puis, d'un autre côté, Diego, à partir d'un moment de non-retour, ça va plus être si simple la vie pour lui. Il va se comporter de façon assez lâche quand même. Anne, ça va être compliqué, voilà, mais elle va être courageuse, mais voilà, ça va faire des dégâts dans sa vie personnelle. Ça m'intéressait de voir tous les points de vue et dans cette époque qui est devenue très manichéenne, avec les bons d'un côté, les méchants de l'autre, de voir comment ça se passait. Par exemple, si tu veux, il y a un truc qui m'a toujours intéressé, c'est j'ai une réaction instinctive par rapport aux influenceurs. J'ai toujours envie de tirer à balles réelles sur eux. Et je me suis dit, mais si en 2022, j'avais 16 ans, si j'étais issu d'un quartier défavorisé, si j'avais pas mes parents derrière, si je serais quoi? Je serais tout le temps sur mon portable. Et ma seule façon d'essayer d'avoir un quart d'heure de célébrité, ça serait peut-être de faire l'île de l'Intentation, je ne sais plus comment ça s'appelle, voilà. Et après de vendre des après-shampoings à Dubaï, je ne sais pas si je le ferais, mais voilà. Et j'essaie toujours de mettre du mauvais côté de la barrière et de me mettre à leur place, de me mettre à la place des méchants ou des gens qu'a priori je méprise ou que je déteste. Parce qu'en fait, je pense que pour juger, il faut comprendre, et quand on comprend, on n'a plus envie de juger. Donc c'est ça qui m'intéresse en fait. Moi, les gens qui te claquent une vérité en te disant voilà, c'est ça et rien d'autre, quoi, j'ai toujours un peu de mal avec ces gens-là. Est-ce que vous pourriez nous parler tous les deux du rythme, du sens du rythme que vous avez dans les deux romans? Il n'y a aucune pause.
Vous nous laissez aucun répit, ça c'est extrêmement plaisant à chaque fois. Et malgré le fait qu'il y ait des narrations séparées, on ne vous lâche jamais. J'aimerais vraiment savoir comment vous avez travaillé sur ce chapitrage. J'ai quasiment vu vos 2 romans sur un recueil de nouvelles, au final, puisqu'il y a toujours, il y a souvent une chute dans vos chapitres. Ça se ressemble, vos rythmes se ressemblent aussi. Comment vous avez travaillé? Est-ce que vous aviez une méthode séparée pour travailler? Parce qu'il va falloir vous mettre d'accord quand vous allez le fameux roman à 4 mains. Donc, autant... Vas-y, Fabrice, vas-y. Alors, moi déjà, je travaille, je peux pas bosser sans musique. C'est impossible. J'arrive pas à écrire sans musique, sauf quand vraiment je retravaille des parties très compliquées où j'ai besoin d'hyper concentration. J'ai besoin de musique parce que je suis en recherche d'émotion et j'ai besoin de la bonne musique qui me mette dans la bonne émotion. Donc, ça peut être tous les styles de musique possibles, sauf le métal peut-être. Voilà. Donc, ce rythme, il est peut-être déjà lié au fait que la musique m'accompagne et que voilà, je suis comme une espèce de train qui avance avec la musique en permanence. Après, la structure, pour moi, c'est un vrai pari. Parce que j'avais écrit La fille du chasse-neige un peu en mode, pour rien vous cacher, un peu comme un branleur. C'est-à-dire que j'y suis allé sans filet, sans me poser la moindre question sur les arcs narratifs, sur la structure, sur les objectifs de mes personnages, sur là où j'allais aller. J'ai rien bossé de tout ça, j'y suis allé, mais comme un imposteur. Et du coup, je voulais me bousculer un petit peu et j'avais besoin de savoir si j'étais capable d'écrire un bouquin un peu plus structuré, un peu plus préparé à l'avance, avec des thèmes que j'avais envie de développer, etc., etc., quoi. Donc après, j'ai quand même fait un squelette assez grossier. Et une fois de plus, il y a plein de choses qui me sont tombées dessus. Et c'est mes personnages qui m'ont amené dans des situations, qui m'ont aussi emmené dans des rythmes. Et c'est ce groupe de pieds nickelés qui a fait une bonne partie du boulot, quoi. Mais il n'y a pas un gros travail en termes de mécanique ou d'intellectualisation de comment je voyais le bouquin, quoi. Une fois de plus, ça restait quand même assez grossier, quoi. Parfait. Et Nicolas? Alors moi, en fait, j'écris des chapitres toujours assez courts. Pourquoi? Pour 2 raisons. La première, c'est que quand je termine un chapitre, la première chose que je fais, c'est que je le relis oralement. Et je vois si le chapitre résiste à l'oralité. Et s'il y a la bonne musique. Alors, c'est dû à... Parce que très tôt, j'ai fait des chroniques radio, mais pas seulement. J'ai toujours fait comme ça. C'est-à-dire que si tu arrives à résister, si ton chapitre arrive à résister à l'oralité, ça veut dire, à mon avis, que tu tiens la bonne musique et qui tient la route. Et tant que je n'arrive pas à ça, je le recommence. Et bien sûr, pour moi, ce qui est fondamental, c'est que chaque chapitre doit posséder une chute digne de ce nom. Et là, c'est pour ça que je me retrouve aussi beaucoup dans la littérature de Fabrice. Voilà. Parfait. Isabelle, je crois qu'il y avait une dernière question. Oui, excusez-moi parce que du coup c'est un petit peu décalé par rapport. Je voulais en parler, vous en avez parlé et du coup c'est décalé, désolé. C'était sur effectivement cette figure du père chez Nicolas où c'était vraiment un salaud, on le déteste. Et puis effectivement sur le dernier tiers, finalement c'est juste un père et avec effectivement on a tous eu des moments où on détestait nos pères, où vraiment on leur en voulait de plein de choses. Et après, en fait, il se rappelle tous ces bons moments. Et j'ai trouvé ça super touchant, tous ces petits moments, toutes ces petites choses qui font les souvenirs qu'on peut avoir avec les gens.
en général, et donc là avec le père. Et du coup, la figure de ce père change complètement et j'ai trouvé ça super génialement bien fait. Voilà. Ça me touche vachement parce que c'est l'un des trucs sur lesquels j'ai le plus bossé et que je voulais vraiment qu'il existe, si tu veux. C'est-à-dire que je voulais que ce fantôme-là, une fois que ce père est mort pour les raisons qu'on va découvrir, mais qui sont liées à Diego, bah, du coup, ça ne quitte plus Diego, quoi. Ça va plus le quitter jusqu'à la fin de son existence. Ça va continuer à vivre en lui, quoi. Comme le mort va continuer à vivre en soi et l'accompagner dans ses rêves à chaque fois qu'il va se regarder dans une glace. Et surtout, il va réaliser, qui était vraiment son père. Et ça m'intéressait vachement d'écrire là-dessus. Et ça, comme je le disais, pardon de me répéter, mais c'est très intéressant en littérature de mettre le lecteur au départ dans ta poche en disant que ce type-là, vraiment, c'est un salaud, il faut l'éliminer. Et puis en fait, tu vois, une fois que c'est fait, de découvrir quelque chose d'autre et de te dire, non, en fait, c'est un être humain à part entière avec aussi, d'accord, des parts d'ombre, mais aussi des parts de lumière, quoi. Et ça, c'était très intéressant à écrire là-dessus. Ouais, je suis complètement. Moi aussi, ça m'a beaucoup touché, là, cette histoire du père qui est un vrai salaud et qui est absolument indéfendable. Et en fait, tu nous retournes comme une crêpe. Et ça, je trouve ça vraiment super intéressant parce que c'est aussi la vie, quoi. Car personne, une fois de plus, tu parlais tout à l'heure de ce qui t'intéressait pas, c'était de faire des bouquins manichéens. Et en fait, la vie est tout sauf manichéenne, quoi. Et il y a des moments où on peut être tous des sales cons et des êtres extraordinaires, quoi. Donc, moi, je trouve que c'est intéressant de pouvoir se faire l'avocat du diable d'un salaud. Bon, il y a des limites dans les accusations et dans les actes ou dans les mots, mais moi, je trouve ça super intéressant, en tout cas, d'aller dans cette direction. Et en tout cas, de ce que tu as fait de ce personnage du père, là, moi, ça m'a beaucoup touché, en tout cas. Cette scène magnifique dans la baignoire, là, on l'a en tête. C'est terrible parce que tu as réussi à l'incarner à chaque fois. Chaque scène est incarnée et tu le fais à merveille. C'est saisissant. Tu as cette gouaille. Tu as, comme Fabrice, vous avez tous les deux une gouaille, un langage. On vous reconnaît parmi des millions d'écrivains. C'est extrêmement facile. Vous ne ressemblez à aucun autre. Et ça, c'est du pain béni pour chaque lecteur que nous sommes. Est-ce qu'on pourrait terminer par un petit extrait de chacun de vos livres? Allez, Fabrice, commence. Belle soirée. Ok, mon poussin. J'y vais. On allait avoir 50 balais. Quand on en avait 40, cette garce ne cessait de me répéter que rien n'était grave. Puis soudain, elle se mettait à péter les plombs parce que je ne l'avais pas regardée depuis une poignée de secondes. Elle était capable de me dire tout et son contraire dans la même phrase sans se trahir pour autant. Elle croyait à tout ce qu'elle pensait du moment que c'était elle dans son fort intérieur. Quand elle a levé les yeux vers moi, j'ai tout de suite lu la montagne de gravité qui s'invitait. J'ai rentré les épaules et j'ai plissé les yeux, comme quand le soleil te met un uppercut et que tu n'as rien d'autre que ton cœur pour esquiver. Gladys est morte hier, Jason. Voilà, on y était. Gladys. Putain, Gladys. Ma Gladys. Gladys est morte. La distorsion. J'ai froncé les sourcils pour masquer la douleur, mais ça a été un vrai coup de poignard. La vague de souvenirs que m'a renvoyé son prénom a dévasté mon salon comme un tsunami. Et moi, je suis resté assis sans rien dire, la mâchoire paralysée, et j'attendais que l'eau monte jusqu'au menton pour réagir, avec seulement une fourchette à la main pour écoper. Gladys. La distraction. Elle s'est levée, elle est allée pleurer en silence derrière la baie vitrée. Elle a observé l'océan, décidément bien trop calme pour un début avril. Pudique. J'ai ouvert la baie vitrée en grand pour faire entrer le soleil du matin et le chant des oiseaux. J'ai suivi un cormoran au loin et 3 moineaux qui se volaient après. J'ai été surpris de voir un jet de chêne en rase-motte battant lentement des ailes, brisé de fatigue par sa migration précoce. Si ça continue, on va en avoir en décembre, je pensais.
Qu'est-ce que ce con fait si loin de son habitat? Réchauffement climatique de merde. La dystrophie. Merci, Voilà. Fabrice. Merci. Très beau passage. Merci. Nicolas? Ah, j'ai pas mis en stock. Hein. Hmm. J'ai pas mis en stock. C'est un passage où Anne, donc Diego lui a déclaré sa flamme en pleine séance de thérapie et Anne commence à se poser des questions. Voilà, elle ne sait pas trop quoi faire. Anne Bélès se balade avec Céline au musée du Louvre. Céline est une amie psychiatre plus âgée qu'elle, une amie de longue date, une femme à qui elle se confie lorsqu'elle traverse des passes délicates de son existence professionnelle ou privée. Cette fois-ci, Anne évoque le dossier Diego Lambert, un dossier plus complexe qu'il n'y paraît. Céline tente de la rassurer en lui disant que le plus dur est fait, qu'il n'est plus son patient et que par conséquent, elle n'a plus à le revoir. C'est bien le problème, murmure Anne. Tout va bien avec ton mari? Demande Céline. Tout va bien, comme après 15 ans de vie commune, lorsqu'on a choisi un homme par raison et non pas sur un coup de foudre. Céline lui rappelle le bonheur d'une vie familiale et d'un équilibre avec 2 enfants. Elle souligne aussi le fait que ce Lambert lui apparaît comme un véritable cas social et un nid à emmerdement. Je sais, rétorque Anne en haussant la voix. Je sais très bien tout ça. Il me fait chier ce Lambert, vraiment chier. Mais c'est chimique, que veux-tu? C'est son odeur, c'est totalement primitif comme attirance d'ordre animal. J'ai beau passer par la case réflexion, ça me réveille la nuit. Et pourtant, ça fait 20 ans que je m'ingénie à écouter les gens, les écouter pour ne surtout pas m'écouter moi-même. Pourquoi? Parce que ça ferait trop de bruit. Tu n'imagines pas le bruit d'enfer que ça ferait. Oui, vraiment, ça ferait beaucoup trop de bruit. Toute mon existence repose sur ce silence contenu, poli, ne pas montrer ce que je suis vraiment. Surtout, j'en ai fait ma devise. C'est une sorte de pacte tacite entre moi et moi. Il m'en a fallu des chagrins pour comprendre qu'il fallait que je cesse de brûler pour l'autre au risque d'en crever. Alors j'ai fait le triste choix de rester vivante, de ne plus essuyer les plâtres des passions qui me faisaient palpiter. Excessive, mes parents ont toujours dit que je l'étais. Il faut raison garder, Anne. Telle était leur seule devise. Cela veut sans doute dire qu'il faut aimer tiède, la seule garantie de ne pas souffrir. Ils doivent avoir raison. Peu de grandes personnes semblent palpiter, et les rares qui palpitent encore prennent très cher dans la vie. Tu en sais quelque chose, Céline, comme moi d'ailleurs. Nos bureaux sont remplis de cœurs en vrac qui ne s'en remettront jamais d'avoir tenté le diable. Imagine un peu le foutoir si je commençais à m'écouter. Merci. Merci. Vous avez choisi 2 passages qui incarnent à la perfection vos livres. Et c'est vrai qu'on a cette voix-là, Nicolas, quand tu écris, on a cette voix-là en tête, on a ta voix. Tu es peut-être le seul auteur pour lequel il y a cette voix-là qu'on entend dans tes livres. C'est assez fascinant que tu pollues notre esprit, tu le gangrènes. C'est assez fascinant quand on te lit, de t'écouter aussi. Je pense que tu es le seul à pouvoir faire ça. Et maintenant, je pense qu'on aura aussi la voix de Fabrice en tête. Ah oui. Plutôt pas mal. C'est merveilleux là, ce que je viens d'entendre là, de Nicolas. Là. C'est un passage qui est bouleversant. C'est tellement beau, c'est tellement juste, tellement bien écrit. Ouais, moi, ça me touche. C'est essentiel, quoi. C'est essentiel. Bravo. Merci, bravo à toi. Bravo à tous les deux. Merci infiniment pour cette rencontre. On va vous libérer parce que ça fait déjà 2 heures qu'on est ensemble. On aurait pu rester véritablement encore plus. Mais je sais que Fabrice doit cultiver un petit peu de glyphosate aussi dans son jardin. Il faut lui libérer. Je vous remercie infiniment à tous les deux. Merci Marion, bien sûr, et Nathalie. Merci de nous permettre ce genre de rencontre fascinante. Je pense que tout le monde est conquis comme la première fois. Et là, en plus, on a la chance de connaître Fabrice. Et avec un immense plaisir pour vous revoir pour vos prochains ouvrages.
merci, tout simplement. Et je pense qu'on vous l'a tous dit et que tout le monde est assez amoureux de vous ce soir. Vous êtes nos Anna et nos Anne. Donc, on vous remercie infiniment tous les deux et tous les quatre avec Marion et Nathalie. Merci à toi, Anthony. Ouais, merci à vous, merci Anthony beaucoup et toute la bande du diable. Ouais. Merci à tous, hein, vraiment de nous donner cette chance-là d'être avec vous. C'est toujours un grand moment, plein d'émotions et franchement, voilà, merci à vous tous et écoutez, moi j'essaie de revenir. Ce sera pendant la foire de Francfort, la rencontre avec Christopher Brix, mais oui, je vais essayer de... le jeudi 20 octobre. Donc, dans une dizaine de jours, on reçoit Christopher. Je me disais que je ne pourrais pas, mais c'est trop de plaisir pour nous. C'est vraiment une récompense de... On sait pourquoi on travaille quand on est avec vous. Voilà. Ouais. Merci Marion. Merci Marion. Merci à tous. Ah non, merci à vous. Attends, c'est une vraie fierté de vous publier. Je pense que tout le monde s'en rend compte ici. On s'en rend compte. On aimerait être à ta place, Marion. Ouais. Vous entendez Fabrice et Nico, voilà. On est des éditeurs heureux. Avec Nathalie, là, on est heureux ce soir. Tant mieux, tant mieux. Merci à tous. À bientôt. Bonne soirée. À très vite. Ciao. À bientôt. Au revoir. Bonne nuit. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Bonsoir. Merci, bonne soirée. Merci.